J'ai le casque sur la tête, on m'étudie, on dit « Attends, je vais descendre au subconscient ». Et là, on l'a vu à l'ordinateur. On est en train de le prouver. Il dit « Mais comment t'arrives à faire ça ?» Je l'ai appris. On peut tous apprendre à faire ça. Il y a une façon, il y a une technique pour le faire. L'auto-hypnose en soi, si vous voulez le faire, le but c'est de visualiser et de façon positive et au moment présent. Ne vous dites pas dans votre tête demain ça va être mieux. C'est maintenant que ça se passe. Il faut que ça soit déjà fait dans votre tête et surtout passer à l'action. Moi, je pense que l'être humain a cette capacité de pouvoir faire de la télékinésie, de pouvoir travailler sur les choses à distance. Souvent, ça m'arrive souvent, on travaille sur les champs magnétiques. Hein. Au moins, il n'y a pas de trucage, tu vois, c'est pas réel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic, encore une fois bien accompagné, je suis avec Mesmer. Comment tu vas? Ça va très bien, toi? Eh ben, je suis hyper content de t'avoir ici. Mais merci de m'inviter. Le déclic, ça me dit quelque chose aussi, le déclic. Il y en a eu plusieurs dans ma vie, des déclics comme ça. Magnifique, on va en parler. Alors, justement, un sacré parcours. Rapidement, je te présente, artiste hypnotiseur québécois qui pratique l'hypnose sur scène depuis les années 1990. Ouais. Tu es le maître incontesté de la fascination mondiale avec plus de 2,5 millions de billets vendus et des belles salles mythiques remplies comme le Centre Bell ou l'Olympia. On pourrait en citer des dizaines d'autres. Ouais. Tu as transformé l'hypnose en un phénomène de société à la télévision notamment avec Star sous hypnose sur TF1. On en parlait en off, qui a captivé jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Ouais. Tu es l'homme de tous les records. Tu détiens le record mondial d'hypnose collective avec plus de 1000 personnes, 1066 personnes endormies en simultané en seulement quelques minutes. C'était en 2023 et d'ailleurs ce 28 février, tu vas tenter de battre ce record d'hypnose collective à nouveau. Tu collabores avec des chercheurs du CNRS également pour étudier le cerveau sous IRM, prouvant que ton art s'appuie sur une véritable science du subconscient et tu repousses aujourd'hui les limites du mental avec ton spectacle 13 Hz où tu joues avec les fréquences cérébrales pour connecter les esprits. Mesmer, tu es l'homme qui détient les clés de notre subconscient, capable d'endormir 1000 personnes en quelques minutes. Mais derrière le showman se cache un ancien timide, introverti, qui a su hacker son propre esprit pour bâtir un véritable empire. Aujourd'hui, on va voir comment nous pouvons utiliser tes techniques pour atteindre nos objectifs. Mesmer, encore une fois, bienvenue sur Le Déclic. Belle intro quand même, belle intro. Hein? Ben, ça, oui, je t'écoute et c'est essoufflant quand même. Ouais, mais écoutez, je fais de l'hypnose depuis que j'ai 7 ans, alors j'en ai fait des trucs. Et honnêtement, oui, j'aime participer au développement mental de notre subconscient, de prouver que le subconscient est puissant, on peut faire de grandes choses avec notre cerveau. Et la scène me permet de faire ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas vraiment l'hypnose, qui voient ça comme quelque chose peut-être d'abstrait, c'est quoi l'hypnose? Ben, l'hypnose, c'est un état second, un état de conscience modifié. On y va plusieurs fois par jour dans un état hypnotique lorsque vous êtes au travail, justement, lorsque vous êtes devant votre ordinateur. Des fois, vous n'êtes plus là, vous êtes dans vos pensées pendant que vous faites un truc, vous êtes ailleurs dans votre tête. On pourrait dire que c'est un peu de l'auto-hypnose, ça, parce qu'on est capable de travailler dans un état second tout en étant conscient de ce qu'on fait. Et souvent, on le fait de façon inconsciente. Alors, l'hypnose, c'est un peu ça. C'est un état second, un état de conscience modifié. Et lorsqu'on est capable d'aller là par soi-même, on pourrait dire en auto-hypnose, mais on peut faire de grandes choses avec ça. Ouais. C'est un peu cet état de flow qu'on voit parfois, on l'appelle parfois comme ça, quand tu travailles, tu es concentré sur une tâche. Nous, chez nous, au Québec, on dit être dans la lune. Je ne sais pas si vous dites ça la même chose ici, être dans la lune, alors t'es comme ça, t'es pensif, t'es rêveur, et pendant que tu rêves à quelque chose, tout en étant éveillé, quelqu'un vient de parler, et ça te prend quelques secondes avant de prendre contact avec cette personne. Et là, il y a quelqu'un qui me parle, et là, tu reviens à la réalité. Alors ça, c'est un état, on pourrait dire, hypnotique à la fois. Mais il y a plusieurs niveaux dans l'hypnose. Hein. On pourrait dire il y a 9 à 10 paliers différents d'hypnose jusqu'à l'hypnose très profond. Il y a l'hypnose léger, il y a le tout entre les deux. Alors oui, il y a plusieurs paliers d'hypnose, mais souvent, on va là. Lorsque vous êtes en voiture, par exemple, vous êtes sur l'autoroute et vous avez 2 heures d'autoroute à faire, vous êtes dans votre tête, vous pensez à autre chose. La route est là, votre subconscient le voit. OK, vous êtes focusé sur la route, mais vous êtes ailleurs. Alors, vous êtes dans un état second, on pourrait dire ça comme ça. Et souvent, ça nous arrive de faire la route. Et t'arrives à l'endroit prévu, tu dis, écoute, j'ai pas eu connaissance du chemin, j'ai même pas vu, je me souviens même pas d'avoir, j'ai pas vu le temps passer. Alors, c'est un état d'auto-hypnose, ça aussi. Alors, ouais, c'est très puissant quand même, la force de l'esprit.
Et biologiquement, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau pour les cartésiens qui nous écoutent? Lorsqu'on est à la conscience, on pourrait dire que notre cerveau a une vibration de 21 Hertz. Ça, c'est la conscience. Et lorsque le cerveau rentre dans des ondes cérébrales différentes, on pourrait dire entre 7 et 14, c'est le subconscient. D'accord. Si on vous place un casque à EEG sur la tête et qu'on capte les vibrations, les ondes, on va le voir ça. Alors, entre 7 et 14, c'est le subconscient. Entre, on pourrait dire 1 et 7, c'est le niveau θ. Et en dessous de ça, tu as le niveau delta. Alors, lorsque nous sommes dans un état second, nous sommes dans des ondes alpha un peu plus basses. Entre 7 et 14, ça, c'est le subconscient. Et c'est pour ça que mon show, c'est 13 Hertz. Ouais. Parce que à 13 Hertz, on est à cheval entre l'éveil et l'état hypnotique. Et on est conscient de ce qui se passe, mais en même temps, le subconscient nous dirige. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé le show 13 Hertz, pour montrer que lorsque nous sommes dans cet état-là, il y a cette distorsion ou la superposition du rêve et la réalité qui est là à la fois sur scène quand vous faites l'expérience. Et tu en as parlé très rapidement, mais avant de devenir Mesmer, de faire ces shows, d'avoir cet impact mondial finalement autour de l'hypnose, tu as démarré à l'âge de 7 ans. Oui. Comment on arrive à l'âge de 7 ans dans l'hypnose? Ouais, c'est mon grand-père. Mon grand-père était jockey à l'époque. Alors, il avait des chevaux, il faisait les courses, et lui, il essayait de trouver par toutes sortes de moyens d'améliorer la performance de ses chevaux. D'accord. Gagner quelques secondes sur un parcours. Il dit, je pourrais peut-être hypnotiser mes chevaux pour être capable de leur donner une puissance. Il avait déjà entendu parler que ça pouvait se faire. Et là, on parle de ça dans les années 1930, on pourrait dire ça comme ça. Et là, lui, il s'est procuré un livre sur l'hypnose dans le but de pouvoir hypnotiser ses chevaux. Mais au final, il a commencé à lire tout ça, il a commencé à s'y mettre un peu. Il n'y a pas cru. Alors, ce livre-là, il a été dans la bibliothèque pendant plusieurs années. Et moi, à 7 ans, j'aimais la magie à l'époque, tout ce qui était magie, faire apparaître des trucs. Je trouvais ça impressionnant. Et là, mon grand-père dit, j'ai peut-être quelque chose pour toi. Et il amène le livre qui est l'hypnose. Et moi, ce livre-là, je l'ai eu à 7 ans et c'est devenu pour moi une bible, un grimoire, parce qu'il y avait les techniques, comment hypnotiser une personne. Et déjà, à 7 ans, je comprenais c'était quoi de mettre une personne dans un état d'hypnose, de l'emmener dans un monde de rêve et tout ça. Et quand je lisais ce livre-là, pour moi, j'ai fait, OK, là, j'ai un grimoire, je vais m'en servir. Et j'ai tombé là-dedans tout jeune. Et à 8 ans, je faisais déjà des tests de réceptivité avec mes amis autour et ça fonctionnait. Et je me suis dit, OK. Et là, quand j'ai vu que ça fonctionnait, là, j'ai plongé dans le livre encore plus. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Wow. Jeune, ouais. J'allais te demander justement quand est-ce que tu as commencé à pratiquer, mais finalement, c'est après ce livre, à 8 ans, tu commences à faire des tests de réceptivité. Avec des trucs avec mes amis. Je me souviens, Ghislain, un de mes meilleurs amis à l'époque, on avait peut-être 8 ans autour de ça. Là. J'ai fait une catalepsie du bras, par exemple. Je lui ai placé le bras très raide comme ça. Là, je lui ai dit, maintenant, ton bras est raide. Il est impossible de plier. Paf! Et là, il était plus capable de plier son bras. Et là, moi-même, sur le coup, je dis, mais non, arrête, t'es capable de plier ton bras. Tu aurais fait ça comme ça. Il dit, non, je te dis, je peux pas. Mais non, arrête, t'es capable de le faire. Non, je peux pas. Je dis, attends, là, je prends son bras et j'essaie moi-même de le plier. Et là, j'entends dans son coude, le coude a craqué. Et là, lui, il commence à chialer. Écoute, il y a 8 ans, là, je regarde, je dis, mais attends, mon ami qui pleure devant moi, là c'est vrai, là, il peut pas, c'est pas une blague. Et là, j'ai dit, OK, j'ai eu un coup de panique, honnêtement. Je sais comment je vais faire pour le ramener. Alors, j'ai dit, OK, attends, j'ai fouillé dans le livre. Il y avait la section comment ramener une personne. OK, j'ai lu et je l'ai fait et ça a fonctionné. Et là, quand j'ai vu que ça fonctionnait comme ça, là j'ai plongé tête première. Parce que là, tu as une preuve. Tu dis, écoute, ce que je viens de faire, je l'ai vu, ce que j'ai lu, ça marche. Alors, le reste doit être vrai. Alors, le scepticisme est complètement tombé. Je me suis plongé là-dedans. Et étant convaincu moi-même, c'était plus facile pour moi de convaincre les autres que, écoute, un enfant de 9 ans qui arrive, attends, je vais t'hypnotiser. Arrête là, mais non, mais t'es capable. Alors, quand t'es convaincu, quand tu as les bonnes techniques et que tu réussis à comprendre le mécanisme du cerveau en tant que tel, mais écoute, oui, tu peux arriver à le faire. Hein. Complètement. Ouais. Aujourd'hui, on te connaît pour les spectacles et le côté wow de l'hypnose, quand tu endors des gens, mais pas que, il n'y a pas que ça justement. Non. Mais typiquement, là, il y a aussi des vertus thérapeutiques. Tu as ouvert un cabinet d'hypnose thérapeutique. Le livre que j'ai eu, moi,
moi, à la base, c'est un livre qui était donné aux hypnothérapeutes qui voulaient traiter les gens en hypnothérapie pour se libérer de phobies, addictions, même au niveau physique, améliorer le taux de guérison, la vitesse de guérison sur le corps, sur la peau, par exemple. Les grands brûlés, on le sait maintenant qu'une personne qui est grand brûlée, par exemple, va avoir un taux de guérison beaucoup plus rapidement lorsqu'elle est traitée avec l'hypnose aussi. Alors, j'ai toujours dit, à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à comprendre comment ça marchait, j'ai toujours dit, si on arrive à combiner la médecine traditionnelle avec la médecine de l'esprit, on peut arriver à faire des miracles, on pourrait dire ça comme ça. Ce qui nous paraît un miracle aujourd'hui, on va comprendre un peu mieux que c'est seulement que la force de l'esprit, la force, la médecine traditionnelle est très importante aussi, hein, avec toute la science, les médicaments qui nous aident à avancer, mais si on travaille en plus avec l'esprit, je pense qu'on peut réussir à avoir un taux de guérison beaucoup plus rapide dans tout ça. Alors oui, l'hypnose, notre cerveau, c'est puissant à tous les niveaux, je crois. Mesmer nous montre qu'il est possible de programmer son cerveau pour atteindre ses objectifs en utilisant la force du subconscient. Pour un entrepreneur, le défi est identique. Si votre entreprise a besoin de votre énergie consciente 24 heures sur 24 pour avancer, vous finirez par saturer. Vous avez besoin de créer une structure qui prend le relais à votre place. C'est notre métier chez entrepreneurs.com. Nous sommes le partenaire de référence pour l'accompagnement des TPE et PME dans toute la francophonie. Notre rôle d'associé stratégique est justement de vous aider à construire une organisation qui ne dépend plus de votre seule force de travail. Si vous voulez comprendre concrètement comment mettre cela en place, rejoignez-nous pour l'atelier rentabilité. C'est un événement 100% en ligne et totalement gratuit que l'on organise. Pendant 3 soirs, aux côtés de Kelly Massol, Jonathan Gelov et plein d'autres entrepreneurs, nous allons travailler concrètement sur votre entreprise pour identifier les leviers de marge et sortir de l'urgence opérationnelle. Ça se passe les 16, 17 et 18 février prochains à 20h précises. Le lien pour s'inscrire est dans la description et c'est maintenant. Et donc, à 8 ans, tu as ce premier déclic, si j'ose dire, 7-8 ans. Oui. Et ensuite, quelles vont être les différentes étapes année après année jusqu'à ce cabinet et puis aussi les premiers spectacles? Ouais. Disons que j'ai été très timide. Hein. On parlait de timidité. J'ai été très timide d'en parler parce que quand j'en parlais, les gens me voyaient de façon bizarre. Moi, j'ai grandi dans une famille où on faisait de l'hypnose. Mon père, je l'appelais le scanner. Hein. Mon père, c'est un scanner. Il regardait une personne, il pouvait te décrire ce que tu avais fait dans ta vie, ce qui va t'arriver, des trucs comme ça. Il y avait ça en lui. Alors, moi, j'ai appris de lui aussi. Je regarde une personne et je peux voir un peu ce qui s'est passé dans ta vie. J'ai des images qui peuvent arriver comme ça. Bon, bref. Alors, j'ai commencé à garder ça pour moi parce que le regard des autres changeait. Les gens me voyaient de façon bizarre. On m'appelait le sorcier. Je trouvais ça... C'était intimidant pour moi. Je me disais, attends, je suis quelqu'un comme tout le monde. Alors, j'ai décidé de garder ça pour moi. Je faisais de l'auto-hypnose. Je pratiquais avec mes amis sans plus. J'en parlais pas beaucoup. Il y a même ma mère qui, à l'époque, quand elle a su que je faisais de l'hypnose, que j'avais ce livre-là, elle me disait, non, tu lis pas ça. Toi, ça peut vraiment te rendre dingue. Non, tu touches pas à ça. Mais quand tu dis ça à un enfant de 7 ans, 8 ans, tu touches pas un livre. Ouais. T'as qu'une envie, c'est de le toucher. J'allais le toucher, je le lisais. Et avant que mes parents arrivent du boulot, je prenais 1 heure après l'école, je lisais le livre. Je fermais le livre, j'allais le remettre à sa place parce que mes parents pensaient qu'ils l'avaient bien caché. J'avais trouvé la cachette. Alors j'ai lu ce livre-là. Je pourrais dire entre 7 et 16 ans. Personne ne savait que je savais il était où le livre, je le lisais en cachette comme ça. Et à l'âge de 16 ans, là, j'ai dit, OK, maintenant je vais montrer à ma mère que c'est pas dangereux, je connais un peu mieux ce que c'est. Alors j'invite un de mes potes chez nous que j'hypnotisais en quelques secondes. J'ai fait une démonstration à ma mère, elle était comme ça. Écoute, et maintenant ma mère et mes parents, c'était mes plus grands fans, ils m'ont suivi pendant plusieurs années. Bref, à 16 ans, j'ai commencé à faire des shows d'hypnose parce que j'ai été poussé sur un stage, littéralement. J'étais très timide à l'époque. Alors moi, penser affronter un public, pour moi, c'était impensable. Et il y a un de mes amis qui était DJ. Et moi, j'avais toujours voulu être DJ, un David Guetta dans la vie aussi. Alors, je mixais moi-même, j'avais les platines chez nous. Okay. Ah ouais, même je faisais les petites cassettes là. Je donnais à mes amis. Je rentabilisais aussi l'investissement. Bref. Et là, un soir, j'ai un de mes amis qui a une soirée pour les adolescents, 14-18 ans, puis je lui dis, écoute, lui, il était DJ déjà professionnel, je lui dis, écoute, laisse-moi la place, j'aimerais ça faire danser les gens avec ma musique, je vais emmener mes disques ce soir, puis il me dit, écoute, viens, tu viendras, ça va me faire plaisir. Et quand je suis rentré là, lui me voit rentrer, il a fermé la musique, il y a de l'éclairage qui s'est allumé, et là, il m'annonce au micro comme étant l'artiste invité de la soirée qui va faire un spectacle d'hypnose pour eux.
J'ai dit, mais merde, il n'a rien compris, je m'en viens les faire danser, les hypnotiser. Il m'a littéralement piégé. Il savait ce que je pouvais faire, mais moi, j'étais trop timide pour affronter un public, mais il m'a littéralement jeté à la fosse au lion. Ah ouais. Il dit, tiens, prends le micro, on va improviser un truc, on va improviser quoi? Tu veux, j'improvise quoi, merde? Je dis, non, je suis trop timide pour prendre le micro ici. Fais-toi confiance, je t'ai vu, vas-y. C'est OK, parfait. Écoute, lui, il dit, j'ai quelques musiques, j'ai sorti la Macarena. À l'époque, c'était très populaire, Macarena, on recule de loin. Je dis, OK, parfait. Bref. Je me lance. Et là, ça a été mon premier show. J'ai été lancé littéralement devant le public. J'ai été forcé de le faire, sinon je l'aurais jamais fait. Et il s'est passé un truc extraordinaire. Il y a eu un déclic, là. Parce que dès les premières minutes du show, j'expliquais un peu c'était quoi l'hypnose. Et là, j'ai tombé rapidement à un test de réceptivité, dont les mains qui se coincent ensemble, un truc comme ça. Et là, pendant le test, c'est passé un truc extraordinaire. La timidité a complètement disparu. On dirait que Mesmer est arrivé. Paf, j'ai improvisé un show d'1h15. On a eu du plaisir. J'ai hypnotisé une vingtaine de personnes. Et là, je me suis dit, OK, j'ai le goût de faire ça tout le reste de ma vie. Et ça a commencé comme ça. Alors, j'ai commencé à faire des shows comme ça. Et plus tard, quelques années plus tard, j'ai dit, OK, on va aider les gens avec l'hypnothérapie. J'ai lancé un cabinet. J'étais chez moi. Les gens venaient me voir. Non, j'ai aidé quand même plusieurs personnes dans une thérapie. Souvent, c'était pour arrêter de fumer à l'époque. Ouais. Se libérer de la cigarette, libérer d'addiction, les phobies. Non, mais ça marche très bien. Et ça a commencé comme ça, ouais. Et comment est venu le nom Mesmer? Je cherchais un nom de scène parce que mes premiers shows, c'était l'hypnotiseur Eric. Je me disais, ouais, l'hypnotiseur Eric. À l'époque, il y avait des Dominos, il y avait Giannino à l'époque, il y avait Ramlek aussi qui était là. J'ai dit, écoute, ça me prend un nom de scène, ça me prend un nom qui va quand même marquer l'imaginaire. Et j'ai galéré longtemps avant de trouver le nom de Mesmer, parce que Mesmer, c'était un de mes... Je lisais sur Mesmer, le magnétisme animal. C'est un peu grâce à lui que l'hypnose est arrivée, parce que lui faisait des séances de magnétisme avec le baquet de Mesmer. Il y avait un gros tonneau avec du métal là-dedans, du verre et tout. Les gens tenaient les bâtons en métal et là, ils tombaient en transe, ils tombaient en convulsion. Bref, c'était le baquet de Mesmer. Puis c'est un peu grâce à lui, c'est un médecin autrichien. Et là, les gens l'écoutaient. Étant médecin, les gens l'écoutaient. Alors, Mesmer, c'est un peu grâce à lui que l'hypnose est arrivée par la suite. Le mot hypnose est arrivé par la suite et tout ça. Alors, je dis, bien, pourquoi pas Mesmer? Ça va un peu en hommage à Franz Anton Mesmer. Et finalement, j'ai dit, OK, ça va être ça, Mesmer. Et je me suis dit, si je fais une carrière aux États-Unis, mesmerize, ça va être parfait. Et même en français, le verbe mesmériser est arrivé grâce à Mesmer. Je dis, alors les gens vont avoir la référence. Et moi, j'ai ajouté un deuxième S pour des raisons personnelles, mais Mesmer. Et là, j'ai dit, OK, je me lance. Alors, en 1995, j'ai décidé de m'appeler Mesmer. Et là, j'ai commencé ma carrière comme ça, en me vendant moi-même. J'étais entrepreneur à l'époque, alors j'appelais moi-même dans les cabarets, dans les bars, discothèques, pour me vendre moi-même en tant que Mesmer. Et là, je me disais, écoute, oui, c'est Eric qui appelle, je suis ici pour vendre Mesmer. Alors, c'était une personne différente qui vendait Mesmer. Ouais. Alors, il me disait, mais Eric, il est où? Mais c'est moi. Ah, ben OK, parfait. Alors, c'est toi qui se vends. Ben oui. Alors, ça passait mieux comme ça, en disant, je vends Mesmer, mais je m'appelle Eric. Ouais. Et comment tu passes du Eric, justement, timide, introverti? Excuse-moi, je veux juste vérifier son micro. Ouais. On n'a pas tout manqué. Ça nous arrive jamais. Donc... C'est vrai? Ouais, c'est vrai, ça nous arrive jamais. Ben, moi, ça m'arrive tout le temps, je te jure. Je vais sur des plateaux de télé, là, des gros studios de télé. Il va y avoir la régie vidéo qui va complètement déglinguer, qui va avoir une lampe qui va exploser. Ah, ouais. Ah non, je te jure, ça arrive. Alors, si avant de faire péter la régie, tu peux attendre 18 heures. Non, mais après, tu fais tout. Non, mais ça pète pas, mais ça fait des trucs incroyables. C'est fou. Mais j'étais... Ça, c'est une anecdote de show, là. On était avec... j'étais en train de monter un gros show. C'est ça, on est dans un spectacle. C'est un gros show, là. Il va y avoir une première médiatique, alors, à Montréal. Et c'était dans mes tout débuts de spectacle, je crois, et je rentre, moi, dans un état second quand je fais mes shows. Je rentre moi-même au niveau du subconscient. Et lorsque nous sommes là, moi, je pense que notre vibration peut augmenter, peut être amplifiée et même dirigée. Alors, je fais mes tests de réceptivité, pas de tests de réceptivité, mais je fais mes tests de son. Là, le public commence à rentrer. J'ai mis un vieux réveil, tu sais, les réveils digitales avec l'heure qui était là. J'avais dit à mon technicien, mais moi, un timing, j'ai besoin de savoir combien de temps je fais parce que là, on a les médias qui sont là ce soir. Je sais qu'eux, à l'entracte, souvent, ils vont quitter pour aller écrire les nouvelles pour le lendemain. Alors, j'ai besoin d'un timing. Alors, moi, un réveil qui est là, ce réveil-là est toujours là depuis plusieurs semaines.
Et là, je suis tellement nerveux, tellement concentré. Je me dis, écoute, faut que ça marche ce soir. Ça passe ou ça casse. Bref, je suis concentré. J'envoie de l'énergie dans la salle. J'envoie de l'énergie dans le public. Et là, mon technicien me dit, mais attends, il y a un truc qui se passe avec le réveil. Je dis, il est quelle heure, là? Mais il n'est pas déjà 8h15. On commence à 8h. Il n'est pas 8h15. Mais non, il dit, il n'est pas 8h15. Alors, mais pourquoi faut que tu le mettes à l'heure, le cadran? Il dit, je l'ai mis à l'heure. Mais attends, qu'est-ce qui se passe? Il le remet à l'heure. Et là, je continue, après, vraiment, là, je fais le show, et pendant le show, le réveil avance, mais de façon accélérée. Je dis, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et lui, il est là derrière, je comprends pas. Et il le remet, paf, et là, on le remet à l'heure, parfait, et là, ça continue à l'accélérer. Il dit, attends, je vais faire un truc. Et là, il le débranche littéralement du mur, il a jamais arrêté. Il n'y a pas de batterie à l'intérieur, hein. Le cadran ne s'est jamais arrêté. Il a fait ça. Il dit, je comprends pas. Pendant 1 minute, il le remet, et éventuellement, il s'est fermé, mais ça a pris plusieurs minutes avant qu'il se ferme. Et on l'a testé par la suite, et jamais, quand tu le débranches, il arrête. Ouais. Et là, il continuait. Écoute, il s'est passé un truc ce soir-là, c'est incroyable. Alors moi, je pense que l'être humain a cette capacité de pouvoir faire de la télékinésie, de pouvoir travailler sur les choses à distance. Je crois à ça, moi, parce que je le fais déjà. Je pratique ça chez moi, la télékinésie, et ça marche bien. Alors, moi, je pense que la force du cerveau, la puissance du cerveau, on pourrait dire à peine à connaître un peu qu'est-ce qui va se passer dans. Ouais. Ah ouais, c'est puissant quand même. Hein. C'est un autre truc là. Ouais, tu vois, ça m'arrive souvent, on travaille sur les champs magnétiques. Hein. Ah ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Ok, alors, c'est du direct. Hein. C'est du direct. On vient de changer tout le système son, il y avait des interférences. J'espère que ça va rester OK jusqu'à la fin. Mais... Je rebondis sur ce que tu as partagé tout à l'heure. Tu dis, je viens dans un état second lorsque je monte sur scène, au niveau de mon subconscient. C'est finalement, tu te fais de l'auto-hypnose à toi-même ou comment ça marche? Disons que l'auto-hypnose, le mot hypnose en soi, c'est une étiquette qu'on a donnée à des techniques qui nous permettent de rentrer dans un état second. La méditation nous fait la même chose, on peut rentrer dans un état second. Le yoga, il y a plein de techniques qui fait en sorte qu'on peut rentrer dans un état second. Alors, l'auto-hypnose, on pourrait dire ça comme ça, mais moi, j'ai appris plusieurs techniques qui me permettent d'être conscient dans un état second. Alors, je peux être à 13 Hertz ou à 7 Hertz, tout en étant conscient d'être là. Ça, c'est un bel avantage parce que lorsque tu es conscient d'être là, tu peux diriger ton subconscient, aller chercher des outils dans ton subconscient pour t'aider à faire récupérer du sommeil, te libérer de phobie, améliorer ta santé. Bref, tu peux tout faire avec ça. Lorsqu'on va au lit, nous ne sommes pas conscients. Lorsqu'on dort, on n'est pas conscient. On rentre au subconscient, on va rêver, on va aller au niveau de l'état du cerveau, on n'en a pas conscience. Alors, on peut pas vraiment travailler là-dedans. Alors, l'auto-hypnose, à l'époque, nous aidait à se programmer, on pourrait dire ça comme ça, dans un état second. Mais on ne sait pas trop ce qui se passe dans cet état second-là. Mais moi, j'ai appris des techniques qui me permettent d'être conscient dans le subconscient et d'être conscient même au niveau de l'état du cerveau. Ça, c'est l'avantage parce qu'une fois que tu es là, tu peux apprendre à diriger, on pourrait reconnaître tes sens suggestifs. Parce que les sens, le toucher, la vue, tout ça, l'ouïe, l'audition, le goût, on en est conscient. Mais dans l'inconscient, il y a des sens aussi. Alors, on peut toucher dans l'invisible, on peut ressentir on peut sentir quelque chose à des milliers de kilomètres. Et ça, j'ai une anecdote là-dessus. Souvent, j'arrivais à la maison et je pouvais sentir à distance que ma femme préparait à la maison. Et là, je l'appelais, je disais, hey, tu nous fais des pâtes ce soir? Elle dit, mais comment ça se fait que tu le sais? Je sais pas, je l'ai senti, j'ai eu l'odeur. J'ai senti l'odeur à distance parce que je me concentrais, sans même le savoir. À la maison, je pouvais même voir des fois des trucs, OK, il se passe ça. Souvent, je vais avoir une douleur, par exemple. Je dis, attends, j'ai mal au genou, merde, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je dis, c'est pas ma douleur. C'est pas à moi, c'est pas moi qui ai mal au genou. Et souvent, j'arrivais à la maison, j'ai su que mon fils était tombé, et il était tombé sur le genou, alors je pouvais ressentir sa douleur à distance. Alors, quand nous apprenons à reconnaître ces signes-là, ou quand on apprend à être conscient dans le subconscient, on peut apprendre à reconnaître tous ces signaux-là qui nous arrivent. Et moi, je le fais sur scène, je le fais avant chaque spectacle, je rentre dans un état second, même je te parle, là, je suis dans un état second. Si on me place un casque à EEG sur la tête, on va le voir, je suis au niveau du subconscient. Et ça, j'ai eu la chance de pouvoir le prouver quand j'ai travaillé avec le CNRS, qui ont étudié mon cerveau, le cerveau des gens hypnotisables et des gens moins hypnotisables. On s'est aperçu qu'il y a une synchronicité qui va se produire. On va se synchroniser au niveau des ondes cérébrales. Et là, moi, je suis comme un gamin dans un laboratoire. Là, je saute du coq à l'âne parce qu'on parle du CNRS, là, mais j'ai le casque sur la tête.
on m'étudie, on étudie aussi les sujets réceptifs et mon réceptif. Et là, je dis, là, t'enregistres, là. Tu le vois, les ondes cérébrales? Il dit, oui, OK. Là, je suis réveillé, là, je suis à 21 Hz, autour de ça. Il dit, oui, oui. Je dis, attends, je vais descendre au subconscient. Mais il dit, mais attends, comment tu vas faire? Ça a pris 3 secondes. Je suis rentré en alpha. Et là, on l'a vu à l'ordinateur. Et moi, j'ai pu le voir. Je fais, OK, ce que je dis, je le vois, là. On est en train de le prouver. Il dit, mais comment tu arrives à faire ça? Je dis, attends, je vais descendre au niveau θ à 7 Hz. Et là, en quelques secondes, je suis descendu à 7 Hz. Puis là, on l'a vu à l'ordinateur. Wow. Mais il dit, mais comment t'arrives à faire ça? Mais je l'ai appris. On peut tous apprendre à faire ça. Il y a une façon, il y a une technique pour le faire. Éventuellement, je vais arriver à l'enseigner, ça. Ça fait plusieurs années que les gens veulent apprendre. Et là, je me dis, je vais faire des séminaires où je vais montrer aux gens à maîtriser ça. Et lorsque tu maîtrises ça, tu as un avantage sur plusieurs personnes, c'est que tu vas apprendre à maîtriser justement ta pensée, tes ressentiments, ta colère. Tu vas apprendre à diriger tout ça, aller chercher le coffre d'outils dans ton subconscient qui est là. Tu vas apprendre à travailler avec lui. Alors, bref, je vais arriver à ça. Je vais faire des séminaires bientôt. Mais oui, j'arrive, répondre à ta question principale, j'arrive, on pourrait dire m'auto-hypnotiser, mais j'aime pas l'auto-hypnose, j'aime pas le terme auto-hypnose, c'est plus une façon de rentrer dans un état second, tout en restant conscient. Je te pose cette question puisque on a un petit point en commun, c'est que à la base, tu es timide et introverti. Ouais. On a rapidement parlé au départ, on en parlait en off. Pour autant, aujourd'hui, tu fais des conférences, des séminaires devant des milliers de personnes. Ouais. C'est 2,5 millions de personnes qui ont été présentes. C'est énorme. Tu détiens des records absolument fabuleux. Donc, tu dois te mettre dans des conditions qui sont propices à pouvoir faire cette performance, cette vraie performance. Ouais. Et à mon petit niveau, moi j'étais quelqu'un également timide, introverti. Donc j'ai dû apprendre à monter sur scène, etc. Mais lorsque je monte sur scène, j'ai remarqué quelque chose. J'arrive à faire comme un switch, mettre peut-être un masque, je ne sais pas comment l'expliquer, l'exprimer, et être presque une autre personne tout en restant moi-même. Et je suis conscient que je suis en train de vivre un autre moment différemment avec une certaine énergie que j'ai envie de transmettre. Quel conseil tu partagerais à un entrepreneur qui peut-être a envie lui aussi de pouvoir faire ça? Tu vois, typiquement aujourd'hui, on sait tous qu'on doit prendre la parole sur les réseaux sociaux ou être en capacité de véhiculer un message, maîtriser son pitch lors d'un rendez-vous important. Et des fois, tu as cette pression, tu ne sais pas comment faire. Quel conseil tu lui partagerais pour réussir à faire ça? Mais déjà, visualiser. Lorsqu'on veut monter sur un stage devant un public, moi, je visualise ce que je veux, ce que j'attends du public, comment ça va tourner. Je visualise la soirée complète. Avant un show, je fais mon laïus dans ma tête, dans mon laïus d'intro, et ça, je l'ai là. Alors, pendant que tu le maîtrises, ça, pendant que tu maîtrises, par exemple, ton texte, et que ça devient inné, ben, tu peux penser à autre chose pendant que tu es sur le pilote automatique, on va dire ça. Tu fais ton texte. Moi, j'arrive sur scène au début de la soirée, là. Mon texte d'intro, je l'ai tellement en tête que ça se fait tout seul. Et pendant que ça se fait tout seul, mon cerveau est ailleurs. Je me dis, OK, il faut que je fasse ça, OK, là, et je regarde le public, OK, lui, il va se retrouver sur scène, celle-là aussi va faire ça. Ouais, je suis à 2 niveaux en même temps. Et ça, si vous apprenez à visualiser et que vous le voyez tellement bien, le reste va se faire tout seul parce que votre cerveau va déclencher des mécanismes pour faire en sorte que ce que vous avez visualisé se produise. Ça va aider, ça va vous rassurer déjà à la base. Et l'autre truc, c'est de se lancer. C'est la timidité pour nous bloquer. Et moi, j'ai été poussé littéralement sur un stage. Sinon, je l'aurais jamais fait. Mais aujourd'hui, même quand j'ai les jetons, on peut dire ça comme ça, quand je fais des événements privés corporatifs avec des hauts placés, des hauts niveaux, des gens en veston, cravate, cul de pie ou des trucs comme ça, je me dis merde, eux, c'est pas dû qu'ils vont vouloir monter sur scène. Hein. Mais je le visualise, je me vois et bref. Finalement, je me lance. Et une fois que t'es lancé dans le vide, t'as pas le choix, il va se passer un truc. Hein. Alors, il faut se lancer. Alors, même si vous êtes timide, lancez-vous. Et une fois vous allez traverser, la première fois que vous allez le faire, vous dites, hey, écoute, je l'ai fait, j'ai réussi à le faire, et là, ça va vous rassurer. Et ça se peut que par la suite, vous ayez une mauvaise soirée, vous arrivez que le public n'est pas au rendez-vous, par exemple, ou vous êtes là devant une conférence, personne ne vous écoute. Ça se peut des soirées de merde, hein? Ça peut m'arriver, même à moi aussi aujourd'hui. Alors, mais si vous avez des bons succès avant, revisualisez ce bon succès que vous avez eu, restez dans le positif, celui qui était, on pourrait dire, de la merde, entre guillemets, là. Oubliez-le, passez à autre chose et appuyez-vous sur les succès que vous avez eus. Ça va vous aider aussi. Alors, les échecs que vous avez eus, essayez d'apprendre pourquoi il y a eu un échec là aussi. Ça m'est arrivé des soirées où j'ai eu personne sur scène. Hein.
Écoute, t'es un hypnotiseur, t'hypnotises personne, tu fais quoi? J'ai pas eu le choix de dire merci beaucoup, j'ai pas réussi à trouver de bons sujets. Alors vous avez la preuve que c'est pas pipoté, hein, j'ai pas de complice dans la salle, j'en ai pas, alors je peux pas faire de show. Ça m'est arrivé 3 fois dans toute ma vie, mais je me suis pas laissé abattre. J'ai dit, bon, OK, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'essaie de comprendre, OK, il y avait le son qui était pas adéquat, il y avait eu des feedbacks, des trucs comme ça. Bon, j'ai pas eu de MC, il y a pas personne qui m'a présenté. Alors, tu parles du mec qui arrive sur scène. Allez, on commence le spectacle dans 2 minutes. Alors, t'es hypnotiseur, c'est pas toi qui devrais faire le MC, hein. T'arrives et il faut que déjà tout le public soit placé. Alors, assurez-vous d'avoir les outils nécessaires, que tout soit en place avant d'entrer aussi sur scène pour être capable de, quand c'est à vous, c'est à votre tour. Il y a pas des gens au bar en train de prendre un pot ou des trucs comme ça. Et non, ils sont là, ils sont assis, ils sont prêts. Et ça, c'est pas vous qui les approchez, c'est une autre personne. Quelqu'un, par exemple, dans l'entreprise qui dit, OK, asseyez-vous, ça commence en 5 minutes. Bref, et quand tu arrives sur scène, mais tout est déjà placé. Alors ça va vous aider aussi. Ouais. Mais le but premier, c'est lancez-vous, visualisez, vous voyez ça de façon positive et vous allez voir que ça va vous aider. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait qu'il y a des gens réceptifs et des gens moins réceptifs. Ouais. Tu n'as pas dit il y a des gens réceptifs et des gens pas réceptifs. Ouais. Pour autant, des fois, on entend des gens qui disent moi, je suis pas réceptif à tout ça, etc. Ouais. C'est quoi est-ce qu'il y a une jauge de réceptivité moins... Non, on est tous réceptifs avec les années. Là. Moi, j'ai vu que bon, si ça marche pas d'une façon, il y a une autre façon qui va aider. Il y a différentes portes d'entrée. Une question de porte d'entrée, une question de connexion. Moi, je fonctionne par fréquence. Et il y a une connexion qui va s'établir qui est là. Et quand je parlais de ça, moi, dans mes spectacles, et c'est là qu'est arrivé le CNRS aussi en passant, non? Quand je parlais de ça et que j'explique aux spectateurs que, bon, nous fonctionnons comme fréquence. Moi, j'envoie une fréquence, j'envoie une longueur d'onde, on pourrait dire ça comme ça. Hein. Je vulgarise quand je dis ça, là, mais j'envoie une fréquence dans la salle, j'ai une longueur d'onde, et si vous êtes syntonisé sur ma fréquence, on va se synchroniser et vous allez pouvoir vivre l'hypnose beaucoup plus facilement. Si on n'est pas sur la même fréquence, mais on peut changer, moduler la fréquence pour être capable de se synchroniser et de le faire. Et c'est ce que on a prouvé avec le CNRS aussi, avec des gens moins réceptifs, en travaillant de façon différente. On a vu on l'a vu que le cerveau se synchronisait, puis éventuellement la connexion se faisait. Et là, on pouvait vivre cet état hypnotique, par exemple, plus facilement. Alors, on fonctionne par fréquence. Et lorsqu'on est capable de se synchroniser, ça va bien. On le dit souvent de façon inconsciente. Hein, on parle à des gens, puis on se dit « Ah, je m'entends bien avec lui. » On dirait qu'on est sur la même fréquence. Ouais. Et il y en a d'autres qui disent « Ah non, lui, je suis pas capable de le sentir. Écoute, il m'agresse. Seulement sa présence m'agresse. » Alors, on n'est pas sur la même fréquence. Alors, on a des champs peut-être différents, les opposés, qui font en sorte qu'on se repousse. Mais on est capable de changer ça. Prenez les métaux, par exemple, les aimants. Il y a un métal qui n'est pas aimanté. Tu prends un aimant et tu frottes dans le même sens. Tu enlignes tu enlignes les fréquences, tu enlignes, on pourrait dire ça, les atomes, bref. Et là, éventuellement, l'autre matériau va devenir aimanté aussi. L'être humain peut faire ça. On peut réussir à changer nos fréquences, on pourrait être capable de se synchroniser. Et lorsqu'on est devant une foule, pour revenir à l'autre question, par exemple, un entrepreneur qui a un discours à faire, on doit être capable de réussir à changer la fréquence de la foule. Quand ça va mal, là, on doit être capable de nous, en changeant de notre attitude, en changeant notre pensée, réussir à faire changer l'attitude de la foule et de la salle. Et quand on ne sait pas comment faire, c'est un peu chiant, mais on peut apprendre à faire ça. Il y en a qui l'ont de façon instinctive. Hein. On va réussir à trouver la bonne angle. Un humoriste va réussir à faire ça. Un chanteur va réussir à faire ça. Un comédien, lorsqu'il sent que le public n'est pas là, va réussir à changer son jeu pour essayer d'aller chercher justement l'attention du public et réussir à créer cette synchronicité. Alors quelqu'un qui fait de la narration sur scène, même si tu viens expliquer quelque chose qui est lourd, tu as une façon, un angle différent qui va faire en sorte que tu vas aller chercher le plus de gens possible dans ta foule. Et plus tu vas en chercher dans ta foule, plus ces gens-là vont aussi aider le reste de la foule à se synchroniser à toi. Aussi, complètement. Sur scène. C'est aussi ce que fait un bon vendeur, finalement. Il Exactement. arrive à véhiculer un message et rallier les gens, se synchroniser. Un bon vendeur doit être capable de lire aussi le client, parce qu'il y a des clients qui veulent rien savoir d'un vendeur. Et moi, je le sais, j'arrive dans une boutique et je le vois, le vendeur, qui essaie par tous les moyens de dire « OK, attends, je vois qu'il a passé par là. » Tu sais, je vois
Écoute, je vois le vendeur 101, là, tu sais, le Ouais. cours de vendeur 101, si ça marche pas d'une façon, il va essayer d'une autre façon. Et, écoute, je dis, non, non. Laisse-moi faire le tour de la boutique. Si j'ai besoin, je vais revenir vers toi, OK? Mais moi, quelqu'un qui est là derrière, OK, lui, il est des soldes. C'est pas parce que c'est en solde que je vais l'acheter, moi, OK? C'est bon, bref. Tu sais, on le voit. Et éventuellement, les séminaires que je vais donner vont aussi aider ça, les vendeurs, les entrepreneurs à se synchroniser à une foule, savoir comment parler, savoir un peu comment visualiser ta foule, comment va se passer la soirée. Ça va être ça va être apprendre à descendre dans ton subconscient. Et quand tu arrives dans un état second sur scène au niveau du subconscient, tu vibres déjà d'une façon différente. Et le public va faire, il y a quelque chose, lui, il y a quelque chose de différent. Et inconsciemment, ils vont se synchroniser à toi. Complètement. Également, à un moment donné, donc, toi, ton objectif, c'est de démocratiser aussi l'hypnose à un maximum. À quel moment tu te rends compte que le divertissement, c'est le meilleur véhicule pour pouvoir démocratiser quelque chose et faire adopter ce message aux gens? J'ai eu un cabinet pendant plusieurs années. Les gens venaient me voir. Souvent, en dernier recours, ils disaient, écoute, j'ai tout essayé, j'ai rien à perdre d'aller voir un hypnotiseur. On va l'essayer, j'y crois pas trop. Bref. Et je trouvais ça dommage que les gens nous voyaient comme... le dernier recours, tu sais, comme j'ai tout essayé, alors j'ai rien à perdre. Alors j'ai dit, il faut réussir à changer cette vision. Il faut réussir à changer l'image de l'hypnose, la force du subconscient plutôt. Moi, c'était pas l'hypnose, c'est vraiment la force du subconscient. Et je me suis dit, il n'y a rien de mieux qu'une performance hypnotique où on va s'amuser, on va rire, parce que j'avais vu à l'époque Domino, qui était un de mes mentors au niveau des spectacles d'hypnose. Je dis, OK, c'est drôle, les gens rient. Alors, une fois qu'ils sont là, qu'ils sont attentifs, on va pouvoir faire passer le message que le subconscient est puissant, qu'on peut faire de grandes choses avec ça. Ça a toujours été mon but, ça, de montrer que le subconscient, notre cerveau, peut nous aider dans toutes les sphères de notre vie. Et je me suis dit, il n'y a rien de mieux que de faire un spectacle où on va se divertir, on va rire, et pendant que les gens sont là, ils vont comprendre que ça peut les aider. Et j'ai gagné mon pari, parce qu'au départ, c'était pas évident d'arriver avec un show d'hypnose. Il y avait toute la mauvaise presse, que c'est pipoté, il y a des gens qui font semblant. Il y a des hypnotiseurs à l'époque aussi qui faisaient ça, qui mettaient des cobayes, on pourrait dire ça, des gens dans la salle pour se garantir un certain public, certaines personnes réceptives. Et moi, je me suis dit, jamais je vais faire ça. J'arrive là dans une salle, lâchez-moi partout, j'ai pas de complice, je vais hypnotiser des gens. Si je suis pas capable, c'est désolé, j'ai pas réussi. Mais ça m'est arrivé 3 fois dans toute ma vie. Mais maintenant, j'ai compris, je suis un autodidacte. Alors, je sais comment m'adapter au public, je sais aussi comment parler au public, je sais aussi comment faire quel test au bon moment pour réussir à aller chercher le maximum de réceptifs dans la salle. Alors, bref, je me suis dit, bon, avec les shows, ça va m'aider à faire comprendre et passer le message que le subconscient est puissant. Et ça marche parce que là, je le vois, il y a des hypnothérapeutes partout. Même ici en Europe, quand je suis arrivé en 2011, j'avais une statistique, c'était pas sur Paris, mais c'était sur Lyon. Sur Lyon, il y avait peut-être une vingtaine d'hypnothérapeutes, et maintenant, ils sont rendus au-dessus de 200 qui ont des cabinets. Je me dis, OK, alors les émissions de télé que j'ai fait, hypnotiser les gens sur scène, il y a 2,5 millions de personnes qui m'ont vu en show, ça c'est à part ceux qui m'ont vu à la télé. J'ai hypnotisé au-delà de 350 000 personnes dans ma vie. C'est approximatif, mais c'est autour de ça. Alors, ces gens-là l'ont vécu, en parlent, ça fait avancer la cause, ils se disent, écoute, ça peut t'aider. Et là, on le voit. Quand un public qui est là, qui demande une façon différente de se soigner, plutôt que d'aller chercher le chimique à chaque fois, ben le médecin n'a pas le choix de s'adapter. Les gens autour, la communauté scientifique aussi s'attarde à ça de plus en plus. Ils se disent, écoute, oui, il y a quelque chose qui se passe. Le public maintenant est ouvert à ça. Le public en veut, en demande, veut le comprendre. Alors la science a continué d'évoluer. Il y a plusieurs études qui ont été faites dernièrement parce que ils ont bien vu qu'il se passe un truc. Alors, je pense que j'ai été, on pourrait dire, la locomotive avec les années à ramener l'hypnose en premier plan, la force de l'esprit en premier plan. Et je pense que ça a aidé que je fasse des spectacles comme ça. Alors, mon but premier, c'était ça, c'est de faire des shows, divertir et d'enseigner en même temps. Par le spectacle. Et là, je le vois. Avec les années, ça a vraiment monté. De plus en plus d'hypnothérapeutes en cabinet. Certains médecins se forment à l'hypnose aussi pour aider des patients. Les dentistes vont aider les patients à se faire traiter une carie, par exemple, sous hypnose, sans aucune anesthésie. Bref, non, ça va très long aujourd'hui. Ouais, c'est assez dingue. Ouais. Et le 7 avril 2023, tu établis un nouveau record, 1066 personnes Sous hypnose. sous hypnose. Tu peux nous raconter? Alors, j'étais dans l'émission avec Arthur. On a décidé de faire... on fêtait les 10 ans de Mesmer avec Star sous hypnose. Puis je dis, OK, mais il faut réussir à trouver un angle différent de ce qu'on a déjà fait.
Mais il dit, écoute, ça fait 10 ans qu'on a fait les premières émissions de télé. On parlait avec Arthur de ça. Il dit, on pourrait faire quoi? Je dis, on pourrait faire un record du monde. Alors, on a toujours fait des shows avec des stars. Pourquoi pas faire un show avec un public maintenant? Et c'est le public qui devient la star. Comme je le fais dans mes spectacles. Mais il dit, ben ouais, c'est une bonne idée. Alors, on a rempli le Dôme de Paris, 3500 personnes. C'est tous des gens invités du public. Là. Bon, je dis, on va remplir ça, puis on va faire un show pour eux. Et on va faire venir des stars, mais les stars vont assister. On va leur donner des places VIP dans le nom de public. Et eux vont assister au show avec du public. Et toutes les stars qui ont vécu des stars sous hypnose, on les avait invités. Alors, on avait une vingtaine de stars qui étaient là. Michael Young, Alex Good, en tout cas, bref, il y en avait plusieurs qui étaient là. Et moi, je savais de toute façon qu'il y en aurait 2, 3 qui étaient pour dormir parce que c'est des gens réceptifs. Alors, si j'hypnotise une personne au fond de la salle, eux sont là, ils vont tomber, ça c'est sûr. Et c'est ce qui est arrivé. On s'en est servi aussi. Gilles Allemand, entre autres, qui est tombé. On a fait un numéro avec lui. On avait des téléportations avec Gilles Allemand. On l'endormait à un endroit, on le réveillait complètement ailleurs. Quand il se réveillait, mais qu'est-ce que je fous ici, moi? Mais t'es qui, toi? Il savait plus où il était. En tout cas, bref, on a eu beaucoup de plaisir. Alors, ce soir-là, il y a 3500 personnes. C'est le public qui fait le show sur les pastilles devant les caméras. Les artistes sont là qui regardent, on a bien du plaisir, tout ça. Et là, à la fin du show, je dis, OK, maintenant que tout le monde est prêt, ça faisait 1h30, 2 heures qu'on tournait. Je dis, maintenant que votre subconscient est prêt à capter la suggestion, on y va, on fait le record du monde. J'ai hypnotisé 1066 personnes sur les 3000 qui étaient là, avec un test de réceptivité qui était assez différent. Bref, et ça a vraiment fonctionné. Là. Alors, on a réussi à le battre. 1066 personnes. Mon autre record, c'était à 854, je crois. Et je me dis, il faudrait que je sois capable d'aller au moins à 1000. Le chiffre magique, pour moi, c'était 1000. Alors, on a eu 1066. Et c'est une très belle soirée. Et là, prochainement, je veux tenter de battre ce record-là. Le 28 février, je serai à Lyon. Ouais. LDLC Arena, une place où ils font du basket et on peut accueillir 12 000 personnes là-dedans. Mais quand tu mets la scène, là, on peut aller chercher entre 6 et 8 000 personnes. Là, à l'heure où on se parle, là, on est quoi, au mois de janvier? On est à 5 000 personnes déjà qui sont là, qui seront présentes. On attend autour de 6 000, 6 500 personnes qui sont là. Et là, je vais tenter de battre mon record de 1066. Alors, je sais pas, j'ai pas un chiffre en tête, mais je vais le visualiser, là, mais j'aimerais ça aller chercher au moins 1500 personnes sous hypnose ce soir-là. Et comment on prépare ça d'un point de vue aussi logistique? On en parlait tout à l'heure. Il y a aussi des éléments de sécurité. Ouais. Tu travailles en famille avec ta femme, tes fils. Ouais. Comment ça marche? Alors oui, écoute, à travers le monde, je crois, en tout cas, j'ai fait des recherches, j'ai pas vu d'autre chose, là. Je suis un des premiers hypnotiseurs à faire des grands zéniths avec 3, 4, 5 000 personnes qui sont là, qui viennent assister au show. Et on a dû créer un système de sécurité dans la salle pour être capable de faire en sorte que moi, je puisse continuer à travailler sur scène, à faire la mise en scène, parce que les gens qui sont sous hypnose, j'en ai peut-être une 50aine par soir qui montent sur scène, mais quand tu as 5 000 personnes dans un zénith, il y en a plusieurs qui vont s'endormir là, partout, qui vont tomber sous hypnose, qui vont commencer à faire, exemple, si je vous dis vous êtes dans une barque et qu'il y a un requin qui vous suit, ben il y en a peut-être un dans la salle qui est sous hypnose qui va commencer à ramer dans une barque ou pagayer et que le requin arrive. Alors lui est en état il vit l'hypnose, mais les gens autour, sa famille, ils disent mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on va faire? On pourra pas le ramener. Il est même pas sur scène, Mesmer est pas là, mais il est quand même sous hypnose. Et là, il y a un petit mouvement de panique autour de la personne qui vit l'hypnose. Elle est bien, elle vit l'hypnose, mais c'est de la panique autour. Les gens savent pas quoi faire. Et là, souvent, j'ai été interpellé. Hey, Mesmer, il y en a un qui dort ici. Ah, OK. Au début, ça va. Tu dis, je vais y aller. Alors, tu me vois descendre dans la salle. Je monte voir la 5 millième personne qui est à l'autre bout qui vit le truc. Mais pendant ce temps-là, il y a des gens sur scène là, qui sont endormis encore, qui sont encore sous hypnose. Alors, ça ralentissait le show. Je dis, OK, il faut réussir à trouver un truc. Alors, j'ai ma femme qui est sur scène avec moi, Bel Air. Je dis, il faut réussir à trouver une façon que ce soit toi qui aille s'occuper de ces personnes-là. Je dis, OK, mais moi, je suis sur scène aussi. Alors, moi, je fais ma femme fait des événements, des éléments, elle crée des punchs sur scène. Alors, elle programme des gens à mon insu ou à l'insu du public pour qu'ils réagissent aussi à la suggestion d'une autre personne. Alors, ça fait des événements cocasses pendant tout le show. Je dis, OK, mais si t'es là-bas, tu pourras pas programmer telle personne à faire tel numéro. Tu pourras pas. Je dis, OK, il faut trouver une façon différente. Alors, à ce moment-là, j'ai monté une équipe. Il y avait mes fils aussi qui sont là, mais qui font de l'hypnose aussi. Alors, mes fils sont dans la salle.
Alors, ils sont reliés avec système de talkie. Alors oui, à 9 heures, il y en a un section 2 qui dort. Qu'est-ce que je fais avec lui? Ben, écoute, va le réveiller, je n'ai pas besoin sur scène. Mais s'il m'en manque un bon candidat sur scène, je dis, OK, maintenant, il parlait à ma femme. Ma femme me faisait un signe. OK, il y en a un, 8e rangée. OK, parfait. Là, je me tournais vers lui, je le faisais monter sur scène. On a créé un système incroyable de sécurité, d'un système de réveil. On les appelait les réveilleurs aussi. Mes fils, c'est les réveilleurs. On les avait, OK, toi, tu vas aller réveiller l'autre, tu vas t'occuper de lui. Bref, ouais, on a dû monter quelque chose de gros parce que c'est des grandes salles. Non, je suis quand même fier de ça, d'avoir pu réussir parce que c'est pas évident, là. Quand t'en as 200-300 dans la salle qui sont sous hypnose, là, contrôler tout ça, on pourrait dire ça, et rassurer surtout la famille qui est autour. Il a fallu qu'on crée une technique différente. Et comment t'as fait? Tu les as formés à l'hypnose, du coup? Ben, mes fils ont grandi là-dedans, comme Okay. moi aussi. Je faisais déjà de l'hypnose quand ils sont venus au monde. Ils m'ont suivi en tournée. Et il n'y a rien de mieux que d'apprendre l'hypnose avec moi. Pas parce que c'est moi, mais c'est parce que tu as la chance. Moi, je fais 5 shows semaine, 5 à 6 shows semaine. C'est le meilleur laboratoire que tu peux avoir. Je fais un débriefing avec mes fils, ma femme, après chaque show. Et là, j'ai mes filles qui ont 5 ans, 8 ans, qui nous suivent aussi en tournée. Alors, elles assistent à ça. Elles assistent au débriefing. Et là, on parle, ah oui, de la technique. Tu as vu telle technique? Si j'avais fait ça comme ça, je pense que ça aurait été mieux. Alors, elles sont là, ils écoutent, et c'est le meilleur. C'est un stage. C'est un stage pour eux, ils sont là. Alors, mes fils, dès le départ, je n'ai jamais montré d'hypnose à mes fils. Hein. Ils m'ont vu aller. Ils ont compris comment ça marche. Ils m'entendent parler. On fait un débrief et je les ai lâchés comme ça dans la foule. Et maintenant, eux font leur show à eux. Ils font presque 80 shows par année maintenant dans les événements privés, corporatifs. Exemple de sociétés qui font des fêtes de Noël en comité. Ils vont aller divertir la foule. Je faisais ça à l'époque. Moi, j'ai plus le temps maintenant, mais je le fais de temps en temps, là, quand c'est des grosses sociétés, mais sinon c'est eux qui le font. Et ma femme, elle a vécu l'hypnose avec moi, elle sait c'est quoi l'hypnose, elle l'a déjà vécu, je l'ai hypnotisée sur scène, la première fois que je l'ai rencontrée, je l'ai hypnotisée, elle était sur scène avec moi. Et par la suite, elle m'a suivi en tournée aussi, elle assistait au débriefing, j'avais un de mes amis qui était formé à l'hypnose aussi avec moi, que je l'avais formé. Il avait suivi les mêmes techniques à l'époque aussi d'apprendre à maîtriser le subconscient. C'est un de mes meilleurs amis. Il était sur scène avec moi. Un jour, il s'est blessé. OK, il s'est déchiré le biceps. Il n'était plus capable d'être sur scène. Et là, moi, j'avais des shows. Je dis, OK, mais t'es pas mon assistant. Moi, j'en prends un assistant. Attends, là, j'ai ma femme qui est là, qui était pas ma femme à l'époque. Je dis, attends, le chapeau de Saint-Clair te fait? Paf, OK, t'as une chemise noire? T'as un blouson noir? Oui, OK, parfait. Demain, t'es sur scène. Elle dit, mais non, mais tu sais, je peux pas faire ça. Ça va être parfait. Tu vas être parfait. Tu connais le show. Ça fait plusieurs fois que tu le vois. Alors, tu vas monter sur scène, tu vas m'aider. Non, mais je te suis toi, mais je suis pas ce que Saint-Clair fait. Je sais pas ce qu'il fait, lui. Ah, ça va aller, ça va aller, je te guide demain. Alors, elle aussi, je l'ai poussée sur un stage. Et le lendemain, elle était sur scène comme ça, elle savait pas trop. Je dis, OK, parfait. Là, je dis, il y en a un qui dort en arrière. Tu vas aller t'en occuper. Mais non, mais je sais pas quoi faire. Je fais-toi confiance. Je sais, j'ai parlé avec toi. Tu le sais, tu m'as vu. Fais ce que je fais. Ça va être parfait. Tu vas être capable, rendu là-bas, tu vas être capable de lire la personne, tu vas être capable. Elle dit, non, mais je sais pas faire ça, là, je te fais confiance. Et là, je l'ai poussée, elle aussi, sur une scène, dans le public. Elle est allée réveiller sa première personne après un show comme ça. Je l'ai laissé aller. Et je suis en arrière, derrière le pendrillon, puis j'étais toujours là quand même pour vérifier que ça se passe bien. Je dis, parfait, elle l'a eu. Et j'ai jamais eu besoin d'aller assister ma femme pour réveiller les gens dans la salle. Elle comprend la technique, elle est aussi sensitive, elle peut se connecter à l'autre personne, alors je l'ai pas choisi pour rien. Mais maintenant, elle est contente, elle est là, elle est sur scène avec moi, on fait les shows à Paris, là, en tournée, puis mes filles vont être là, ma femme va être là aussi. Et est-ce que ça peut être dangereux, l'hypnose? Est-ce que on peut faire à quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas envie de faire dans un état normal? Non, une chance, notre subconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Alors, si je vous demande de faire quelque chose qui va au-delà de vos valeurs, vous allez bloquer la suggestion. Si je vous demande de faire quelque chose que physiquement, ça peut être dangereux, vous allez peut-être le tenter. Si je vous demande de soulever une voiture, par exemple, vous allez peut-être le tenter, mais avant de vous blesser, vous allez bloquer la suggestion. Votre subconscient va dire, OK, stop. Okay. Et là, quand je dis bloquer, c'est soit vous allez remonter au conscient, soit vous endormir profondément. Et sur scène, c'est un peu la même chose. Je crée des événements sur scène qui sont des fois émotionnellement très intenses. Okay? Mais quand j'arrive avec des numéros qui sont très intenses comme ça, je demande pas seulement qu'à une personne, parce que la personne à qui je demande peut bloquer la suggestion. Alors, je demande au groupe, et je le sais qu'il y en a un dans le groupe, sûrement, qui va accepter la suggestion, parce que lui est capable de l'assumer. Alors, c'est comme ça que je fonctionne. Alors, le groupe en soi, dans ce groupe-là,
Il y en a sûrement 1 ou 2 ou 3 qui vont accepter la suggestion, puis il y en a d'autres qui vont la refuser. Et je le vois à chaque soir, ça. Et c'est pour ça que j'essaie quand même d'avoir un show qui va faire en sorte que les numéros que je propose vont être dans la limite du politiquement correct aussi. Alors c'est sûr que on a un show familial, on a des enfants jusqu'aux personnes âgées, on ne veut pas offusquer personne. Alors on essaie d'avoir une mise en scène qui se tient, qui est drôle, humoristique. Des fois, la limite du politiquement correct semble à dépasser cette limite-là, qui montre aux gens qu'on pourrait quand même aller très loin si on a le bon sujet. Parce que c'est le sujet qui fait la différence sur la scène. Si je demande à une personne de se foutre à poil sur une scène, la majorité vont peut-être refuser, mais il y en a sûrement un qui va dire oui. Alors, si tu prends la bonne personne, tu vas réussir à faire ce que tu veux. Mais en même temps, mon but, c'est pas ça. C'est pas d'aller trop loin dans le spectacle. Complètement. Ouais. C'est quoi la situation la plus dingue ou la plus drôle que tu as eu à voir dans une de tes expériences? Il y en a tous les soirs. Il y en a tous les soirs. Ça, c'est incroyable. Moi-même, je ris sur scène et ça fait quoi? Ça fait tout près de 40 ans que je fais des shows, là. Et à chaque soir, je me dis, mais il est allé chercher ça où? Le subconscient des gens va toujours me surprendre parce que je lance des suggestions. Moi, je lance des suggestions comme ça et je vois ce que ça donne. Mais il y a des gens qui, je me dis, mais attends, il est allé chercher ça où dans sa tête pour arriver à faire ça? Et c'est ce qui fait changer la couleur du show aussi, parce que la réponse de un soir qui m'a surpris, puis ça a tellement fait rire les gens, je dis, OK, demain, il faudrait arriver à faire ça. Alors, je vais changer mon laïus, je vais changer mon discours pour être capable de faire en sorte que la personne arrive à dire ce que j'ai envie qu'elle dise, pour arriver à créer cet événement punch qu'on a eu la veille, par exemple. Et c'est ce qui fait que même si vous avez vu le show l'an passé, parce que mes tournées durent 4 ans. Hein. Alors, pendant 4 ans, c'est le même show, mais ça évolue d'année après année parce que chaque personne fait évoluer le spectacle et la mise en scène à la fois. Mais c'est passé tellement de choses à chaque soir que c'est dur pour moi d'en cibler seulement qu'un. Mais il y en a un qui me vient en tête souvent, c'est un soir où je fais accoucher un mec sur scène. En tant qu'homme, on n'a jamais eu la chance d'accoucher, on ne sait pas ce que c'est l'accouchement. Une femme va te dire ce qu'elle peut ressentir. Surtout une femme qui a déjà vécu l'accouchement, si je lui demande à elle de revivre son accouchement, elle va ressentir la même douleur qu'elle a eue à l'époque. Mais pour un homme, on ne sait pas ce que c'est d'accoucher, on ne sait pas ce que c'est la douleur. On va se l'inventer par rapport à ce qu'on a connu à la télé d'une femme qui accouche ou notre femme, si elle a accouché. On va peut-être aller chercher un peu ce qu'on a vu dans notre subconscient pour essayer de reproduire ça. Alors, je me suis dit, pourquoi pas, on va faire vivre l'accouchement à un homme sur scène. Alors, sur scène, un homme tombait enceinte d'un autre mec. Et l'autre mec, lui, pensait que c'était vraiment sa femme. Alors, avec l'hypnose, on va loin. Alors, lui, voit sa femme, mais c'est un autre homme. Alors, sa femme est enceinte, c'est-à-dire que le mec est enceinte. Et là, ça grossit, hein, 3 mois, 6 mois. Oh, les contractions. Oh, on voit le bébé qui pousse. On voit le pied ici. On sent qu'il donne des coups. Hop, les contractions commencent. Tu perds les os. On arrive à l'hôpital. Et là, t'as le mec derrière qui est là. Il masse les épaules de sa femme. Allez, chérie, pousse, souffle. Et là, lui, il dit, « Ah, mais ta gueule! » Tous les clichés avec ce qu'on connaît de l'accouchement. Et là, celui qui est le papa, imaginaire, a son téléphone sur lui. Il prend le téléphone. Il dit, « Attends, je vais appeler ma mère. » Et là, moi, je fais, qu'est-ce que je fais? Je le laisse aller ou je fais quoi? Je dis, OK, je le laisse aller. Il signale. Il appelle sa mère. Il dit, « Oui, maman, Monique va accoucher. Je suis à l'hôpital, je te reviens. » Et il ferme le téléphone. Et là, tout le monde se met à rire. Imaginez la mère qui se dit, « Mais écoute, Monique, premièrement, elle n'est pas enceinte. » Je sais pas. Et là, finalement, l'accouchement se produit, le bébé sort. Et là, ils sont tous émus. C'est une peluche. Hein. Alors, une petite poupée, bébé sort, lui pleure, le mec pleure. Tu vois les larmes. L'autre qui est tellement heureux. Oh! Et là, le téléphone ressonne parce que la maman avait rien compris. Les téléphones sonnent au même moment. Je dis, OK, réponds, c'est ta mère. Oui. Il répond, maman, c'est une fille. Et là, on l'a mis sur le mail. Elle m'a dit, mais comment ça se fait? Mais qu'est-ce que tu me dis? Monique n'est même pas enceinte. Écoute, on a passé une soirée incroyable. Alors, des événements comme ça, chaque soir, ça dérape de tout bord, de tout côté. Et je les laisse aller quand ça arrive, ça, parce que souvent, c'est plus drôle que la mise en scène. Et là, écoute, il y a la mère qui savait pas ce qui se passait. J'ai dû prendre le téléphone, lui dire, votre fils est sous hypnose, il n'a pas vraiment couché, Monique n'est pas enceinte, mais lui, il croit que c'est ça. Alors, il a continué comme ça, et bref, on a désamorcé tout ça. Mais c'était quand même des moments magiques comme ça. Oui. Incroyable. Ouais. Et souvent, on a l'image justement sous hypnose de quelqu'un qui dort, alors que toi, tu expliques justement qu'au contraire, c'est l'éveil de tous les sens. On est dynamique dans un état hypnotique. Et j'ai dû
Et ça, c'est drôle, hein, parce que ça m'est arrivé encore dernièrement. Quand j'ai commencé les shows au Québec, on avait Domino qui était là, très populaire au Québec, même mondialement, moins connu en Europe, mais qui a quand même fait plusieurs spectacles. Mais au Québec, on avait cette culture de show d'hypnose où on peut danser, chanter, être dynamique dans un état d'hypnose. Alors, j'ai pas eu à éduquer le public. Les gens qui venaient voir mon show savaient que dans un état d'hypnose, on pouvait être dynamique. Mais quand je suis arrivé en France les premières fois, ici, la culture que vous aviez, c'était les Dominique Webb de l'époque, d'autres hypnotiseurs de l'époque, où on voyait des gens qui étaient comme ça, zombies, marcher de façon lente. Alors, c'était l'image collective que les gens avaient de l'hypnose. Et j'ai dû, dans mes premiers shows, je m'en souviens très bien, j'étais à Bobino, on faisait 165 représentations mes premières fois à Bobino, et les gens bougeaient pas sur scène. J'ai dit, OK, allez, on peut monter sur l'autre. Ah, vous êtes dans une barque, allez, il y a un requin qui arrive, il est là. Et les gens étaient comme... j'ai dit, non, merde, c'est pas assez dynamique, là. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Là, j'ai compris que l'inconscient collectif de la masse, de la foule qui était là, ce qu'ils avaient vu de l'hypnose, c'était des gens qui étaient, on pourrait dire, zombies, dans un état hypnotique. Je dis, OK, là, il faut que je réussisse à changer mon laïus pour faire en sorte qu'ils comprennent rapidement que ça peut être dynamique, ça peut bouger. Et là, à chaque chose, je voyais le build-up. Là. Ça partait de moments de réaction lente et timide à des stars de scène, mais il fallait que je travaille fort. Et les émissions de télé Stars sous hypnose m'ont aidé ça, à faire montrer à 5 millions de personnes à la fois que dans un état d'hypnose, on peut danser, chanter, être dynamique, on peut avoir les yeux ouverts tout en étant dans un état second, on est dans un état somnambulique, dans ce niveau-là. Et ces émissions-là m'ont aidé à faire passer le message au grand public qui venait voir le show, que oui, ce soir, vous allez être dynamique, vous allez danser même dans un état second. On peut être énergique dans un état de sommeil. Et ça m'a aidé à faire passer le message. Et là, dernièrement, je suis allé faire des shows en Martinique, ma première fois depuis toutes ces années, Martinique, Guadeloupe. Et je suis arrivé, encore une fois, devant ce public qui n'avait pratiquement jamais vu de spectacle d'hypnose, qui n'avait jamais participé à des spectacles d'hypnose. Et là, je me suis retrouvé à mes tout débuts. J'ai dit, OK, là, et une chance que cette expérience-là que j'avais à l'époque est revenue rapidement. Alors, j'ai changé ma façon de penser. J'ai dit, OK, là, il faut que je change mon laïus. Alors, tout ce que je faisais, j'ai dû changer ça pour faire en sorte que le show arrive à exploser, on pourrait dire ça comme ça. Mais j'ai galéré dans les premières minutes du show. Je dis, OK, ça bouge pas. OK, il faut que je les fasse bouger. Il faut qu'ils comprennent qu'ils bougent. Alors, il a fallu que je transforme mon laïus, mon énergie pour faire en sorte que ça marche. Et je les ai eus. Ça a marché. C'est intéressant ce point-là parce que ça en dit long sur le fait qu'à chaque fois, c'est l'inconscient ou le subconscient qui vient reproduire des schémas qu'on a déjà vus. Exactement. D'où la visualisation dont tu parlais tout à l'heure lorsque tu montes sur scène. Et c'est ça pour un entrepreneur qui vient faire un discours, par exemple, qui arrive dans une foule qui est peut-être fermée, qui n'est pas à l'écoute. Alors, il faut réussir à... Parce que souvent, je dis ça comme ça parce que j'ai vécu plusieurs spectacles dans des événements privés de société. J'étais la surprise de la soirée. Mais étant la surprise de la soirée, le public s'attend pas à être hypnotisé. Alors, j'arrive sur scène et le public est comme, attends, je sais pas si j'y vais, tu y vas, bref. J'aime mieux quand les gens comprennent que j'arrive, que je suis là, que je suis pas un artiste invité surprise. Je suis l'artiste invité, mais je suis pas une surprise de la soirée. Alors, les gens ont le temps dans la journée de se parler entre eux. Alors, quand vous êtes une surprise, le choc est là, est grand, et surtout dans un show où tu demandes aux gens de participer, ça c'est compliqué. Il faut que les gens aient le temps de se faire à l'idée. Alors quand vous faites votre discours, le public qui est là, c'est qui? C'est des acheteurs. Essayez de comprendre c'est qui votre public pour adapter le discours à la personne qui va vous parler, à qui vous parlez, je veux dire. Parce que si vous arrivez avec un discours qui, eux, n'en ont rien à chier, parce que c'est des gens qui ont été invités par le boss, par exemple, puis maintenant, vous allez assister à sa conférence. Ah, merde, dans une autre conférence, on est là, ça fait 2 jours qu'on est dans le séminaire, il n'y a rien qui se passe. Alors, il faut être capable d'adapter son discours pour être capable de peut-être de parler d'un sujet complètement différent pour aller chercher l'attention de ce public-là qui est là, qui est... Il faut les attirer vers vous. Puis une fois que vous avez attiré ces personnes-là, emmenez votre discours par la suite, mais il faut être capable d'aller les chercher à la base. Et si vous avez, c'est ça, un truc à vendre ou des trucs comme ça, essayez pas de vendre dès le départ. Essayez de connecter avec eux de façon différente. Puis après, vous les emmenez vers où vous voulez. Complètement. Ouais. Tu as cité plusieurs fois justement l'émission Stars sous hypnose. Comment t'en es arrivé à faire cette émission? J'avais des émissions au Québec qui marchaient très, très bien aussi. Et on s'est dit, pourquoi pas reproduire ça en Europe.
Alors, on cherchait justement une façon d'arriver à produire une émission d'hypnose. C'était pas donné, hein, c'était pas vendu déjà à la base parce que l'hypnose, on partait de loin. Encore une fois, j'arrivais dans un nouveau territoire, mais j'avais tellement un succès au Québec que c'était plus facile de convaincre les autres aussi qu'on arriverait avec quelque chose. Alors, on leur montrait les exemples de ce qu'on faisait chez nous. Et on a cogné à plusieurs portes au départ. Mais l'élément déclencheur, comment ça s'est arrivé, c'est que je me suis servi de ce que je fais, c'est d'hypnotiser les gens. Alors, je suis allé sur un plateau de télé avec Arthur qui faisait des enfants de la télé, il y avait Nagui qui était là aussi, il y avait plusieurs comédiens autour de la table, c'était les enfants de la télé. Et donc, on m'a invité là pour aller faire une perfo. Je dis, OK, parfait, on va aller... On avait quand même quelques archives pour faire passer Mesmer aux enfants de la télé, parce que j'avais quand même des archives. Alors, on a passé quelques archives. Et par la suite, je dis, pourquoi pas, on va faire un test de réceptivité ici. Nagui, je l'avais déjà rencontré sur son plateau, N'oubliez pas les paroles, je crois. J'avais hypnotisé Gérald Dahan à l'époque sur son plateau. Il avait oublié les paroles d'une chanson. Il y avait une autre chanteuse aussi populaire qui était là. Elle aussi, Sherifa Luna, qui était là. Elle aussi, j'avais fait, elle n'était plus capable de lire un mot dans la chanson. Elle devait remplacer un mot par un autre mot. Bref, c'était un moment marquant. Alors, Nagui a vu ça. Il était quand même impressionné, mais je l'avais pas testé avec Nagui. Mais là, Nagui est sur le show d'Arthur. Alors, je m'en vais sur le plateau. J'hypnotise Nagui. J'ai fait une catalepsie. On l'a placé raide comme ça, les pieds sur un tabouret, la tête sur un autre tabouret. On a assis Omar Sy qui était là. C'est assis sur Nagui, littéralement. Nagui qui n'a pas bougé. Il était une planche humaine. N'a pas bougé. Là, tout le monde a été bluffé. Bref. Et là, finalement, le public, il dit hypnotise Arthur, hypnotise Arthur. Ah, Arthur, ah, Arthur. Et Arthur, il dit non, moi, je veux pas. Je dis, écoute, Arthur, on va faire un test de réceptivité. J'y fais coller les doigts comme ça. Une fois que les doigts collés, je me dis, OK, je me lance. J'ai dit, ça passe sous sa casse. Et là, j'ai hypnotisé Arthur sur le plateau. Paf, il s'est endormi sur son pupitre. Et c'est là qu'il y a eu une révélation. Arthur, il dit, pourquoi pas faire une émission? On hypnotise des stars comme ça. Et je dis, ouais, on le fait déjà au Québec. On a adapté la formule pour l'Europe et ça a fonctionné. Et ça m'a permis vraiment d'avoir le pied bien ancré ici en France. Ouais. En France, en Belgique. Mais tout ce qui est français. Bien sûr, francophone. Écoute, j'allais à Tahiti, les gens écoutaient TF1 à Tahiti. Je suis même plus capable d'aller en vacances là-bas tout seul, incognito. Les gens, Mesmer, vous me connaissez? Ben oui, on écoute TF1. Ah, ben oui, OK. Alors, tout ce qui est communauté française qui avait TF1 à l'époque me connaissait. Et typiquement, est-ce que c'est uniquement dans une pièce avec l'énergie ou typiquement en regardant une vidéo, en regardant un spectacle, en regardant même peut-être cet épisode du déclic, quelqu'un pourrait être hypnotisé au travers d'un écran? Oui, ça arrive que les gens peuvent sentir cet effet même à travers l'écran et c'est pas rare quand je faisais des stars sous hypnose qu'on avait une équipe qui était là, qui répondait au téléphone, répondait aux mails. Ouais, je pose cette question parce que là, il n'y a pas la possibilité d'envoyer quelqu'un ranger 12, etc. Non, mais là, les gens qui nous écoutent ici, il y a des gens qui ont vécu l'hypnose avec moi. C'est sûr que s'ils m'écoutent là, ils peuvent sentir ces palpitations cardiaques qui arrivent, le rythme cardiaque qui accélère. Ils peuvent se sentir un peu, quand ils m'écoutent, ils peuvent se sentir un peu dans un état second parce que le subconscient va prendre le dessus sur la conscience rapidement avec la vibration de ma voix, la façon dont je parle, si je parle de l'hypnose, bref. Et la personne va se mettre aussi en auto-hypnose sans même le savoir. Elle dit, Mesmer est là, ça se peut que je m'endorme. Alors, c'est une suggestion qu'elle se fait elle-même, cette personne. Ça peut arriver. Et quand je faisais les stars sous hypnose, c'est pas rare qu'on avait des gens qui s'endormaient ailleurs. Hein. Puis on avait un téléphone qui disait, ouais, mon mec dort, qu'est-ce que je fais? Mais laissez-le dormir, il va se réveiller dans les prochaines minutes, madame. Ouais, OK, parfait. Alors, il n'y a aucun danger, hein. Même si ça vous arrivait, là, vous allez remonter au conscient. On ne sait pas quand, vous allez remonter au conscient. Donc, en général, dans les minutes qui suivent, la personne remonte au conscient. Mais si vous avez besoin de dormir, vous allez peut-être en profiter pour récupérer du sommeil. Parce que 15 minutes d'hypnose, ça équivaut à peu près à 3 heures de sommeil, ça. Alors, il y a des gens qui ont besoin de dormir, puis une fois qu'ils sentent cet état de bien-être, ils veulent même plus en sortir. Ils disent, non, moi, je suis bien, là. Non, fous-moi la paix, je suis bien, là. Et dans le show, ça arrive, ça. On doit réveiller des gens, puis ils disent, non, je suis bien, ça fait des semaines, je dors pas. Je leur parle, hein, puis ils me répondent. Parce qu'ils sont dans un état d'hypnose. Ah, non, moi, ça fait des semaines, je dors pas. OK, mais là, tu as besoin de dormir. Oui. Attends, je vais te donner une technique. Alors, là, je leur parle. On les réveille. Je dis, va chez toi. Maintenant, tu vas bien dormir cette nuit. Et finalement, ils dorment bien. Parce que souvent, ça prend juste un petit coup de pouce pour aider la personne à comprendre que les problèmes que tu as dans ta vie, là, tu peux mettre une pause là-dessus pendant que tu dors. Et les problèmes vont revenir demain, mais demain, tu vas te réveiller, tu vas pouvoir t'en occuper. Mais la nuit, c'est fait pour récupérer. Ouais. On a évoqué le nom de ton spectacle, justement, 13 Hertz. Oui. Ce nom, pour une question de fréquence cérébrale, finalement, 13 Hertz, c'est quoi? C'est la porte d'entrée au subconscient?
Mais pour moi, c'est la porte d'entrée. Vous êtes à cheval entre l'éveil et le sommeil profond à 13 Hertz. Vous êtes quand même conscient. Vous savez, en même temps, il y a le subconscient qui est là, qui vous envoie des images, vous fait ressentir des émotions. Bref, alors c'est le bon niveau pour moi pour vous emmener à être dynamique dans un état second. Parce que oui, je pourrais vous emmener plus loin. Je pourrais vous emmener au niveau de Theta, par exemple, sur scène. Et c'est pas rare que j'emmène des gens là. Et j'ai un numéro sur scène où je prouve aux gens, justement, que le Theta, les zones Theta existent réellement avec le numéro de la catalepsie, par exemple, comme j'ai fait avec Nagui. On l'a pimpé un peu, on pourrait dire ça comme ça. On a fait, ça se dit, c'est pimpé, donc ouais, ça se dit, bon, on l'a bonifié, hein, si on va avoir un bon français, on l'a bonifié pour être capable de faire quelque chose encore plus impressionnant. Parce que c'est un classique d'hypnose qui existe depuis des années, mais on l'a bonifié pour, je dirais pas quoi, parce que ça fait partie du show, mais bref, ouais, je peux vous emmener à 7 Hertz et ce numéro-là me permet de faire ça. D'accord. Et un autre point, c'est que tu te nommes aussi comme fascinateur, c'est-à-dire que tu utilises plein de techniques en même temps, la PNL, le toucher, l'hypnose, le magnétisme aussi, on en parlait tout à l'heure, lorsque tu hypnoses quelqu'un, une montre par exemple. Les micros, c'était un très bon exemple, effectivement. D'un coup, il y a eu des fréquences, on ne sait pas. Comment tu utilises toutes ces méthodes à la fois? À quel moment tu sais que tu vas devoir utiliser telle méthode, sortir cet outil de ton attirail? Ben, c'est ça. Déjà, à la base, je voulais m'appeler Mesmer le fascinateur parce que ça crée un fossé entre l'hypnose de thérapie et ce que je fais sur scène. Parce que la thérapie, c'est complètement autre chose. C'est des techniques différentes pour induire une personne dans un état second, pour travailler à l'aider dans sa vie. Et moi, sur scène, vu que j'étais dans le divertissement, j'ai dit, OK, je m'appellerai pas l'hypnotiseur parce que c'est plus que de l'hypnose que je fais sur scène. Alors, fascinateur, ça englobait toutes ces techniques qui étaient la PNL, la programmation neurolinguistique, le magnétisme, la sophrologie, bref, toutes les techniques qui m'aident à créer cet état second. Et alors, fascinateur marchait très bien avec ça. Et les techniques que j'utilise sur scène, je vais les trouver au moment où je parle avec la personne. La personne arrive devant moi et là, j'ai comme un déclic qui se fait, hein, déclic qui me dit, OK, elle, ça va être telle technique, l'autre, ça va être comme ça. Elle, je vais la toucher à l'épaule, ça va marcher. L'autre, je vais lui demander de me regarder. Alors, chaque technique est différente selon la personne qui est là devant moi. Alors, j'ai un déclic littéralement qui me dit comment marcher. C'est mon subconscient. Je suis moi-même dans un état second, puis on dirait que j'ai l'instinct qui me guide, qui me dit, OK, avec celle-là, ça va être telle technique. L'autre, ça va être telle technique. L'autre, ça va être telle technique. Et même pendant le show, quand j'ai 25 personnes sous hypnose, ça va varier. Il y a une personne que je dis, OK, celle-là va être parfaite pour faire tel numéro. Ah oui, celle-là, ça va être ma star qui va faire ça. Et bref. Ouais, donc, tu le ressens. Oui, c'est de l'instinct. Et je pense qu'il faut être capable de s'écouter. Et on parlait des narrations tantôt. Un narrateur, quand tu arrives sur scène et que tu as tout ton texte que tu as appris par cœur, tu as ta feuille que tu lis, souvent, il faut que tu apprennes à sortir de ce que tu as fait parce que ta foule ne réagit pas selon ce que tu as de besoin. Alors, il faut que tu sois capable de suivre ton instinct et pour être capable de sortir de là, pour ensuite les ramener vers où tu vas aller. Et dans mon show, c'est un peu comme ça. Je dois sortir de la mise en scène souvent parce qu'il y a tellement d'imprévus qui arrivent que je les laisse aller, ces imprévus-là, mais après, on revient dans la mise en scène pour réussir à créer justement le show du début à la fin, selon ce qu'on avait prévu. Mais les événements imprévus sont souvent plus drôles, et même si vous êtes un narrateur sur scène, devant où vous voulez vendre un truc, par exemple, les imprévus vont sûrement être plus vendeurs que ce que vous aviez déjà prévu aussi. C'est spontané, c'est authentique. C'est spontané, c'est ça. Les gens le sentent quand c'est spontané. Ils le sentent qu'il se passe un truc, que c'est pas écrit. Alors, ils se sentent privilégiés. Et il y a une façon aussi, en tant que narrateur, si vous êtes devant une foule, si vous avez pas ce moment d'imprévu, essayez de le créer, OK? Et même si vous l'avez écrit, plusieurs humoristes vont s'en servir, ça. Ils vont créer un fou rire ici, mais le fou rire est écrit. Et toi, tu as l'impression d'avoir vécu un moment avec l'artiste, mais non, le fou rire était écrit dans la mise en scène. OK, j'éclate de rire ici, comme si j'avais oublié mon texte. Ça a été souvent un truc d'humoriste. Il faisait semblant d'avoir un blanc de mémoire, mais c'était écrit. Et juste pour faire réagir la foule au bon moment, parce que là, il sentait que la foule partait en vrille un peu. Là, ben, attends, on va les ramener comment? Attends, je vais imaginer un blanc. Alors, ils imaginent un blanc, puis la foule dit, attends, et là, la foule revient vers toi. Il s'est passé un truc, ah oui, il sait pas où il s'en va, mec. Ah. Et là, après ça, tu as l'impression de galérer, mais tu les as juste ramenés vers toi. Alors, dans une façon de parler au public, que ce soit pour vendre ou que ce soit pour expliquer un truc, essaie de créer des événements punch comme ça, ce qui va t'aider. Ouais.
Statistiquement, il y a 10 à 15% des gens qui sont peu ou pas Donc, ben, réceptifs. 10 à 15% des gens réceptifs rapidement OK. à l'hypnose. D'accord. On est tous réceptifs, mais moi, je dis qu'à 10 à 15% vont réagir rapidement à OK. l'hypnose en moins de 2 secondes, par exemple. OK, alors 10-15% des gens qui sont réceptifs rapidement. Ouais. Et du coup, le reste va l'être un peu moins. En travaillant avec eux. C'est quoi qui bloque? Est-ce que c'est une question de Moi, croyance, d'intelligence? Non, c'est de une quoi? question de technique avec cette personne-là. D'accord. Justement, il faut trouver la bonne façon pour faire en sorte que la conscience, on pourrait dire, s'atténue pour laisser place au subconscient. Alors, et c'est ce que je disais tantôt, c'est que quand j'arrive devant une personne, j'ai le déclic où mon instinct me dit parle de cette façon, et là, mon taux de réceptivité augmente beaucoup plus rapidement dans une foule. Et il faut créer cette connexion. Quand on parle des ondes cérébrales ou de fréquences, on dégage tous une énergie. Hein. Alors, si on est capable de changer rapidement de fréquence, on va aller connecter avec l'autre personne. Et moi, quand j'ai la chance de parler avec une personne, quand je fais du one-on-one avec une personne, comme ça, du 1 à 1, comme ça, je lui parle pendant quelques minutes et là, je comprends sa façon de penser. Je comprends, OK, lui, il est cartésien, alors je dois lui parler comme ça. L'autre est dans son imaginaire. Pendant qu'il imagine un truc, il va avoir tout le cerveau qui reste ouvert pour autre chose. Alors, j'essaie de trouver la façon dont la personne pense, réfléchit, agit. Et quand j'ai on pourrait dire le schéma, mais là, je vois les opportunités qui arrivent devant moi pour réussir à l'emmener dans un état second. Pour un entrepreneur qui aimerait utiliser l'auto-hypnose pour avancer, quels conseils tu pourrais lui partager concrètement? Ben, écoutez, à suivre une formation, hein, ça peut vous aider. Beaucoup de formations d'auto-hypnose, il y en a quelques-unes sur YouTube, mais faites bien attention à ça aussi parce que j'ai une de mes amies qui a suivi des trucs sur YouTube. Elle est partie dans un état second. Il est arrivé ce qui est arriva ce qui devait arriver plutôt. Son mari m'appelle, il dit « Ouais, écoute, ma femme, elle se réveille plus, elle suivait une formation sur YouTube. » Je dis « Ouais, elle est très réceptive, ta femme. » Elle dit « Ouais, mais là, elle revient plus. » « Elle va revenir, Marco, tu le sais qu'elle va revenir. Laisse-lui le temps, elle va revenir. » « Ben là, mais ça m'inquiète. » Je dis « Ouais, je le sais, mais là, écoute, même si moi, je lui parle, je pourrais lui parler, là, mais là, c'est l'autre qui l'a hypnotisé. Ben, peut-être qu'elle ne focusera pas sur ma voix. Ben, bref, OK, mets le téléphone près de son oreille. Alors, j'ai commencé à parler avec elle, puis elle voulait pas sortir. Elle était tellement bien. Je dis « Écoute, prends ton temps. » Je dis, Marco, va se réveiller cette nuit, fais-toi-en pas, ou peut-être demain matin, comme si rien n'était, elle n'aurait peut-être même pas eu conscience de ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé au final. Elle s'est réveillée le lendemain. Elle m'a dit, j'ai passé une belle nuit, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais t'as inquiété tout le monde. Il n'y a pas de souci. Mais bref, allez voir un formateur, des gens qui vont vous former avec l'auto-hypnose en soi. Moi, je vais revenir avec les séminaires très bientôt, probablement à l'automne 2026, là, où j'ai une plage horaire, où j'ai pris off de mes shows pour être capable de justement monter le séminaire que j'ai depuis des années. Alors, je vais faire de la formation comme ça, apprendre à maîtriser notre subconscient tout en étant dans un état second, tout en étant conscient d'être là. Ouais. Je vais vous donner des outils pour faire ça. Moi, ça va être à l'automne 26 que je vais commencer ça. Mais l'auto-hypnose en soi, si vous voulez le faire, écoutez, le but, c'est de visualiser, et de façon positive et au moment présent. Ça, c'est très important. Ne vous dites pas dans votre tête, demain, ça va être mieux. C'est maintenant que ça se passe. Alors, exemple, si vous avez un chiffre en tête, je vends pour 1 million, OK? Tu dis pas, demain, cette année, je vais vendre pour 1 million. Non, j'ai vendu 1 million. C'est comme si c'était ici, maintenant. Tu le vois, c'est là, c'est réalisé, c'est concret. Il faut que ça soit au moment présent. Il faut que ça soit déjà fait dans votre tête. Et quand c'est déjà fait pour vous, mais votre subconscient va faire en sorte que ça va se passer et surtout passer à l'action. Parce que si vous dites, OK, je suis millionnaire maintenant, puis que vous faites rien, Bien sûr. il se passe rien. Il faut que tu le vois comme si c'était fait, mais quand même, il faut que tu passes à l'action pour faire activer les trucs autour de toi. Complètement. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Ça. Complètement. Il y a un point aussi, tu l'évoques, tu dois faire une pause dans ton show pour avancer. Toi, tu es finalement un artiste, tu te représentes, mais il y a toute une entreprise autour, justement. 5 shows par semaine, j'ai pas relevé tout à l'heure, mais c'est quand même énorme, c'est un rythme assez effréné. 5 à 6 shows semaine, comme là, on est au Grand Rex, on en fait... mais quand je faisais Bobino à l'époque, là, c'était 8 shows par semaine. Ah ouais. 2 le samedi, 2 le dimanche, puis on commençait le mardi. Puis c'était comme ça. Là, j'ai réussi à ralentir le rythme. Ouais. Parce que là, j'ai mes enfants, ma fille qui a 5 ans, l'autre 8 ans. J'ai dit, écoute, sinon je suis pas jamais à la maison. Alors j'ai ralenti. Alors je me fais 5 à 6 shows semaine maximum.
J'en fais maintenant, j'en fais 140 par année plutôt que 200. Alors, c'est quand même 60 shows, 60 jours de plus où je peux faire autre chose, des tournages télé ou des séminaires éventuellement. Alors, oui, j'ai ralenti le rythme un peu. Là. Complètement, mais plus la logistique, plus le fait de vendre également les différents billets, faire la promotion, etc., les shows télé. Comment tu as réussi à sortir de l'opérationnel à certains égards pour pouvoir constituer une équipe tout autour de toi et derrière être Mesmer que tout le monde connaît? Parce que les plupart des entrepreneurs qui nous écoutent souvent sont artisans. Ils échangent leur temps contre de l'argent, ils ont une compétence, un talent, peu importe. En l'occurrence, toi, c'est tout ce qui est l'hypnose, le cerveau, l'humain et j'en passe. Mais il y a quand même aussi un génie entrepreneurial derrière, d'être en capacité de se concentrer uniquement sur sa zone de génie. Oui, mais il faut savoir s'entourer. Ouais. Ça, c'est le secret. Il faut savoir s'entourer. Il faut savoir mettre les bonnes personnes à la bonne place. Ici, en France, moi, on a trouvé des bons partenaires, qui est les 2 Belges Productions, qui m'ont aidé à m'implanter ici en Europe. J'avais commencé avec une autre boîte au départ, mais ça marchait pas bien. Bref, suivez les signes. Hein. Écoutez les signes qu'il y a autour de vous aussi. Parce que quand j'ai commencé ici, j'avais pas la bonne équipe. Je le sentais pas. Et finalement, j'ai fait un showcase. Mes premières fois, c'était Casino de Paris, dans le cadre de Paris fait sa comédie. Okay? Et je suis rentré ici. On avait un soir, j'ai dit, écoute, comment on va faire pour remplir 1700 personnes ce soir? Mais finalement, c'était plein. Tu sais, c'était plein. Et là, mais dans ce public-là, il y avait d'autres, dont les 2 Belges qui étaient là, qui ont dit, écoute, lui, ça nous le prend. Et on a parlé avec eux. J'ai senti que le feeling passait déjà très bien. On a fait le tour des salles disponibles sur Paris. Ils disent, on a celle-là ici. Et là, je suis arrivé à Bobino, il y avait la grosse boule disco qui était là. Dès le départ, je dis, OK, elle va me servir à faire un truc. Je dis, OK, c'est ici. Je le sens bien. Ils disent, OK, on a 65 dates pour toi. Je dis, non, mais t'es fou, 65 fois 900 places. Comment tu veux que je fasse ça? Je dis, on vient d'arriver, personne ne me connaît. Il dit, fais-nous confiance, ça va aller. Alors, on a fait confiance à l'équipe. Par contre, j'ai travaillé fort. On a fait tous les JT, on a fait la promo. J'étais sur place, on a fait tout. J'ai tout fait la France, tous les radios. J'y allais. Cyril Hanouna, à l'époque, était là, m'avait invité. J'avais hypnotisé des gens. J'ai fait des perfos partout. J'hypnotisais la rédac, par exemple, au journal Le Métro, Le Parisien, Le Monde. J'ai emmené 25 journalistes, par exemple, et j'hypnotise des gens. Alors, il a fallu que je sois là, il a fallu que je travaille fort. Oui, moi, j'étais celui qui avait l'outil. Et je montrais à tout le monde. Mais derrière, j'avais une équipe qui planifiait tout ça. Et c'est là que ça a été la force de l'équipe qui a fait en sorte qu'on a avancé. Et j'ai encore cette même équipe-là ici en Europe depuis des années. Ça fait 15 ans que je suis là. Au Québec, j'ai repris les rênes de ma production. Au Québec, écoute, j'ai engagé seulement qu'un bon booker, lui en qui j'ai confiance. J'ai engagé une équipe de presse qui est là. Mais quand même, je suis l'élément premier. L'élément premier du show, c'est moi. Si je suis pas sur scène, il n'y a pas d'argent qui rentre. Hein? Alors, je dois être là. Et je dois continuer à performer. Et encore, quand je fais des interviews avec toi, c'est pas pour rien, c'est pour que de nouvelles personnes me connaissent. C'est toujours à recommencer. Hein. T'as beau être au top, t'as toujours des gens qui te connaissent pas. Alors, il faut être là, il faut performer, il faut toujours y aller. Et il faut passer à l'action. Il n'y a rien de mieux que de passer à l'action pour être là. Et moi, étant entrepreneur aussi, je sais comment marchent les chiffres. Je le sais que un plus puis un moins, éventuellement, il faut que tu aies de plus que de moins dans ta boîte, sinon ça marche pas. Alors, comment faire pour arriver dans le plus? Alors c'est ça. Et moi, étant entrepreneur aussi, je suis un autodidacte. Hein, j'ai commencé tout jeune, je me suis formé moi-même. Et j'ai vite compris que le showbiz peut arrêter à tout moment. Le show business, hein, t'es une star, demain tu peux être une merde. Hein, alors, je me le souhaite pas. On a vu plusieurs qui ont craché. Alors, il faut être quand même capable d'avoir une hygiène de vie impeccable. Moi, je bois pas, je fume pas, je prends pas de drogue. Alors, ce qui me permet de performer 6 soirs semaine comme ça, ou 5 à 6 soirs semaine, de faire des tournées, de faire la promo. Alors, j'ai une bonne hygiène de vie. Et en même temps, j'ai compris que si je suis pas sur scène, il n'y a pas d'argent qui rentre. Alors, il faut se diversifier aussi. Alors, j'ai acheté des immeubles au Canada. J'ai une 50aine de logements, par exemple, ou des locataires qui restent là-dedans. Alors, je me garantis une retraite avec ces immeubles. Alors, il faut savoir se diversifier aussi. Tu évoquais également tout à l'heure le renouvellement de cette audience. On en parlait en off. Le fait qu'il y ait de plus en plus de jeunes aussi qui viennent à certains de ces spectacles. Ouais.
C'est assez intéressant justement de Oui. voir ce renouvellement. Depuis l'année passée, j'ai commencé à demander au public là, qui me découvre pour la première fois sur scène. Et 75% des gens, c'est des 75. nouvelles personnes. Je dis, OK, parfait, parce que ces nouvelles 75% des gens qui sont là Ouais. vont en parler, ils sortent du show puis ils sont bluffés. Alors, ils en parlent et l'année suivante, ils reviennent. Et moi, je le vois dans les chiffres de vente. On se tient toujours dans les mêmes chiffres depuis plusieurs années. Écoute, ça, c'est magnifique de voir qu'après 15 ans, on est encore dans les top vendeurs dans les shows. Et je pense que le succès du show, c'est ça, c'est un public qui est fait pour le public et par le public. Et ça, c'est une expérience à vivre. Il y a pas beaucoup de shows où tu es la star d'un soir, où ton pote est la star sur scène, où tu peux être en tant que public interagir avec des gens sous hypnose. Alors, il y a quelque chose de bluffant. Et à la toute fin du show, mais tout le monde a la chance de vivre l'hypnose assis à leur place en sécurité, même si vous êtes timide, là, vous allez pouvoir rester à votre place et vivre l'expérience finale. Et là, on va se retrouver 500-600 personnes sous hypnose à la fois. Et ces personnes-là, quand ils sortent du show, ils en parlent à tout le monde. Alors, le bouche-oreille est très, très fort, là. Ah ouais, donc à chaque fin de show, tu hypnotises la salle. Oui, c'est ma finale de ce show-là dans 13 Hertz. Je parlais un peu plus tôt que j'aurais aimé être DJ dans la vie, un genre de David Guetta. Alors, je me suis dit, pourquoi pas combiner les deux passions que j'ai, la musique et l'hypnose. Alors, on sait que la musique va nous entraîner. Hein. On entend une musique, là, on est dans la voiture, par exemple, une bonne musique. Ah ouais, je l'aime bien. Éventuellement, ton corps commence à bouger. Tu vas taper du pied, tu vas hocher de la tête comme ça, tu vas sentir le rythme, tu as le goût de danser. La musique nous hypnotise, hein, nous emmène dans un état second. Elle va nous amener des émotions. Ça soit une musique triste, on va avoir de la tristesse. Une musique joyeuse, ça, déjà de sentir joyeux. Alors, je me suis dit, pourquoi pas partir de ça et hypnotiser les gens. Alors, moi, j'arrive à la toute fin, il y a mes platines qui arrivent, ma table de mix, et c'est moi qui mixe littéralement. Et quand je mets la musique, les gens rentrent en transe, dans un état second, et grâce au rythme musical, 500-600 personnes vont tomber sous hypnose dans le spectacle. Et là, je vous promets une finale de Ding d'Ibiza ou Tomorrowland. Hein. Et ça, je vous le dis, et ça cartonne. Hein. Écoute, les gens ont pas envie de sortir tellement c'est bon. Moi-même, je me dis, merde, on doit arrêter de mix. Incroyable. Parce que là, mais je pourrais mixer pendant 1 heure. Incroyable. On mettra un lien sous la vidéo pour ceux qui veulent vivre un spectacle comme ça donne envie, effectivement. Ben, c'est pour ça qu'on voit sur l'affiche avec le casque d'écoute sur la tête comme ça, parce que ça fait un petit rappel que sur scène, mais grâce au mix que je fais sur scène, mais vous allez rentrer dans un état second. Et qu'est-ce qui fait que, voilà, ça fait 30 ans que tu fais ça, 15 ans que tu es en Europe. Qu'est-ce qui fait que tu continues à chaque fois, tu as envie de faire de plus grands records? Qu'est-ce qui te stimule dans? Ben, écoute, c'est le public. Je pense que c'est le public qui fait ça. L'échange que j'ai sur scène, mais tous les artistes vont vous le dire, hein, c'est une drogue. Hein. Quand tu arrives sur scène là, et que tu as les applaudissements, tu as le public qui est là, qui te découvre, t'es shooté d'adrénaline, tu as le goût de revivre ce moment-là, souvent. Et mais quand même, je suis un des rares qui peut faire 150 shows par année depuis 15 ans, et même plus, parce qu'au Québec, je faisais déjà ça aussi. Ça fait une trentaine d'années que je fais entre 150 200 shows par année. J'ai une moyenne de 150 par année, on pourrait dire ça comme ça. Et ça continue. Et moi, où je trouve mon plaisir, c'est le subconscient des gens. Parce qu'une fois qu'ils sont sur scène et que je leur demande de faire un truc, ça me fait rire, moi aussi, parce que je me dis, mais d'aller chercher ça où? Alors, j'ai du plaisir à le faire. J'ai du plaisir à montrer aux gens que le subconscient est puissant. Et mon but ultime dans tout ça, c'est d'arriver à enseigner ça. Et je me suis dit, écoute, je vais me faire connaître. Une fois que je serai connu, je vais partir mes séminaires, je vais donner des formations. Mais ça fait 40 ans de ça que j'en parle. Et là, c'est pour ça que je le vois à la fenêtre 2026 où j'ai dit, OK, faut que je le fasse, faut que je passe à l'action. J'ai pris une pause en 2026 de spectacle pour réussir à créer ces séminaires-là et le faire. Je vais faire les annonces bientôt là-dessus j'ai pas encore les dates, je sais pas où encore, mais sûrement que je vais le faire en Europe, peut-être au Québec aussi, où je vais faire des séminaires pendant peut-être, c'est sur un week-end, hein, ça prend 2 jours, 2 jours et demi, où vous allez apprendre à maîtriser votre subconscient. Alors, c'est pas très long, mais il faut trouver le moment adéquat pour moi, trouver le bon endroit. Est-ce que je vais le faire à Paris? Est-ce que je vais le faire peut-être Paris, peut-être Lyon, peut-être mes châteaux forts où que je suis ici en France. Alors, je vais voir. Mais je suis en train de planifier ça. Vous allez avoir des nouvelles de ça très bientôt. Là. Mon but ultime, c'est d'enseigner. Alors, mais ça fait 40 ans que je fais de la scène. Je pense que c'est le temps que je le fasse. Là. On n'en a pas encore parlé, mais la méditation, c'est aussi quelque chose d'important pour toi. Tu médites 15 minutes avant chaque show. Ouais. Et ouais, tout en étant conscient. Tout en étant conscient, justement. Ouais.
beaucoup d'entrepreneurs veulent apprendre à méditer aussi. On parle beaucoup de méditation pour les entrepreneurs, soit pour restructurer ses pensées, avoir une vision claire de ses objectifs ou autre. Ouais. Pour ceux qui peut-être n'arrivent pas à méditer, qui plus est en étant complètement conscient, et en se préparant, j'imagine, tu as un protocole. Qu'est-ce que tu pourrais partager sur la méditation à ceux qui nous écoutent? C'est un peu ça que je veux faire avec les séminaires, c'est que, parce que lorsque vous faites de la méditation, vous êtes souvent dans une position statique. Bref, on voit tous le côté, là, on médite comme ça avec le bon, OK, ça va peut-être vous calmer, mais ça vous fait pas passer à l'action. OK? Alors, la façon de faire, c'est d'apprendre justement à être conscient dans le subconscient pour que tu puisses passer à l'action. Tu es dans un état second, tu visualises, tu peux quand même marcher, tu peux être au boulot, pendant que tu es au boulot en train de faire un truc, tu es dans un état second en train de planifier autre chose. Ça, c'est l'avantage. Et c'est ce que j'aime de ce que je vais former, dans la formation que je vais faire, c'est ça. C'est que vous n'êtes pas obligé d'être en position statique, de perdre 1 heure dans votre journée à prendre cette posture de méditation pour être capable de visualiser, parce qu'on peut visualiser tout en étant au travail, en faisant autre chose. Et c'est ce que je veux enseigner. Alors, oui, ça peut vous aider à méditer, à visualiser. Premièrement, ça va vous calmer, mais on peut être calme en faisant 2 grandes respirations, puis on visualise déjà, puis on va sentir qu'il y a un changement à l'intérieur de nous. Et là, mais vous allez prendre conscience de votre intérieur. Mais bref, c'est des techniques que je peux pas vous dire ça comme ça s'enseigne sur un week-end, mais vous allez apprendre à faire ça. Vous allez être actif dans un état méditatif. Et ça, c'est l'avantage que beaucoup de personnes vont avoir. Quand tu possèdes ça, tu as un avantage sur plein de gens. Et même sur toi, parce que c'est quelque chose de très payant pour nous de pouvoir apprendre à faire ça. Et moi, ça m'a aidé dans toute ma carrière en faisant 200 shows par année, imagine. Ouais. Plus des émissions de télé que je tournais en journée. Je travaillais le soir. Le lendemain, j'étais sur le plateau à 8 heures pour faire une autre journée de tournage. Et je faisais des stars sous hypnose ici. Je travaillais en soirée à Bobino. Le lendemain, je pouvais faire un Fascine les stars au Canada. Je travaillais encore, je faisais des hip gags sur une autre station de télé. Plus la promo de tout ça, je faisais ça. Puis pour moi, je passe au travers comme si rien n'était parce que j'avais appris à être dans un état second, récupérer du sommeil en 15 minutes tout en étant actif. Ça, c'est un avantage incroyable. Ouais. J'ai appris à faire ça. Et là, je me dis, il faut que je l'enseigne. Je suis rendu là. Il faut que les gens comprennent. C'est un bon outil qui peut vous aider dans toute votre vie, ça. En parler, un bon conseil, c'est, si vous voulez faire d'auto-hypnose et des cours pour ça, mais il n'y a rien de mieux que d'être dans un état second tout en étant conscient. Ça, je vais l'enseigner prochainement. Mais... Un autre point aussi, tu as parlé de suggestion à chaque fois. Tu ne donnes pas des ordres, tu suggères une action. Ouais. Est-ce qu'on peut implanter une idée ou quelque chose dans le cerveau d'une personne sous hypnose pour qu'il y ait ces suggestions post-hypnotiques qui restent dans le cerveau d'une personne qui typiquement pourrait... on parlait d'arrêter la fumée, on parle peut-être une phobie, quelle qu'elle soit. Oui. Comment ça fonctionne finalement? Mais lorsqu'on rentre dans un état second, justement subconscient, c'est comme un ordinateur qui s'ouvre à toi. Alors l'ordinateur, ton cerveau, c'est comme si on vulgarise, là, OK? Au plus simple, notre cerveau, c'est comme un ordinateur et on peut le programmer. Alors, il y a plusieurs façons de le programmer. Ça dépend de la personne qui est là, ça dépend du patient. Là, dans un cabinet, justement, on apprend à être à l'écoute du patient. OK? Exemple, si on parle juste de la cigarette, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as commencé? Quelle était ta première cigarette? Peut-être que tu t'en souviens pas, peut-être que tu le sais. Pourquoi tu fumes encore aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? C'est des programmations neurolinguistiques aussi. Hein? À fumer, par exemple, tu vas manger. Bon, après avoir mangé une bonne cigarette, tu vas faire un truc, tu vas faire je sais pas quoi, mais ça dépend de vous. Mais il y a des moments marquants qui va appeler la cigarette. On appelle ça une PNL aussi. Hein? Tu vas faire un truc, ça appelle par la suite la cigarette. Ou tu vas seulement, quand je tombe dans un moment de relaxation, une cigarette, ou quand, bref, peu importe. Alors, on va essayer de trouver pourquoi c'est comme ça. Mais une fois qu'on trouve pourquoi, mais comment on peut faire pour changer cette programmation-là? Et souvent, c'est le patient qui a la réponse. OK? Et souvent, dans un état second, lorsque j'amène une personne dans un état hypnotique et que je lui dis, que je parle au subconscient, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Mais le subconscient va le dire. Écoute, si on fait ça pourrait sûrement m'aider. OK, tu as la réponse, et là, on en travaille avec la personne, et elle te donne elle-même sa réponse. Et moi, en tant que thérapeute, je fonctionnais comme ça. Il y a beaucoup de thérapeutes en hypnothérapie qui ne connaissent pas cette technique, mais elle est très forte. Le subconscient de la personne va t'aider. Et il faut que tu fasses confiance à la personne qui est là. Elle le sait, c'est elle, c'est son corps, elle le sait comment s'en sortir. Alors, quand tu y parles,
tu vas comprendre. Des fois, c'est de la merde, c'est dit. Mais bref, tu peux l'aider par la suite à la diriger. Il y a des gens qui savent pas comment faire, mais le subconscient non plus, mais là, tu peux l'aider. Mais souvent, la personne a la réponse en elle pour pouvoir aider justement à améliorer sa santé ou à aller chercher une confiance en soi. Par exemple, tu demandes à la personne qu'est-ce qui ferait en sorte que tu aurais de la confiance. Ah, attends, si je ferais ça, bon, OK. Et là, tu programmes la personne et quand elle s'éveille, elle va se sentir bien, puis elle va passer à l'action. Et quand elle va passer à l'action, ça va l'aider. Et bien, bref. Alors, la programmation hypnotique a souvent tendance à se dissiper avec le temps. Mais si tu travailles avec la personne pendant au moins 2-3 séances dans un mois, 4 séances dans un mois, par exemple sur 28 jours, tu as la chance que la suggestion reste à long terme. Et ensuite, il faut peut-être aider la personne à lui trouver une façon de se recentrer elle-même pour aller rechercher, réactiver la suggestion. Alors, il y a des points d'ancrage que tu peux créer comme ça pour suivre le patient, pour l'aider à long terme, pour que ça reste à long terme. Combien de patients que j'ai vus, moi, qui m'ont dit, écoute, je suis allé voir un hypnothérapeute, il m'a arrêté de fumer, mais j'ai recommencé après 4 semaines, 1 mois. Ben, OK, oui, mais c'est parce que arrêter de fumer, il n'y a rien qui t'empêche d'arrêter de fumer. Quand tu arrêtes puis que tu fais ça, tu viens d'arrêter, mais il n'y a rien qui t'empêche de recommencer. Alors, c'est ça. Il faut réussir à créer une libération. Il faut apprendre à se libérer. Et quand tu en es libéré, tu vas avoir des fumeurs devant toi qui vont fumer, t'envoyer la fumée au visage, ça te fait rien. Mais quand tu es mal programmé avec l'hypnose, tu vas faire « Ah, ta cigarette, elle pue, c'est dégueulasse. » Elle vient encore te chercher émotionnellement, cette cigarette. Alors, tu n'en es pas libéré. Mais quand tu en es libéré, là, il y a quelqu'un qui va fumer à côté de toi, tu vas même sentir là l'odeur. Ça te fera rien. Ça te fera rien du tout. Alors, tu en es libéré. Et quand tu fais juste arrêter de fumer, tu vas avoir un décès dans la famille, une séparation, ton enfant vit un truc, les émotions reviennent, alors je vais aller à la cigarette. Alors, tu n'en es pas libéré à ce moment-là. Alors, chaque thérapie est comme ça. Il faut trouver la bonne façon pour réussir une personne à se libérer d'un truc ou l'aider à amplifier un ancrage pour qu'elle puisse gagner justement un millième de seconde dans une course à relais, par exemple. Oui, alors pour qu'elle garde son rythme dans le sport, par exemple, pour aller chercher une précision, il faut que tu l'aides, cette personne-là, à aller chercher cet ancrage, que quand elle arrive devant la course qu'elle doit faire, quelqu'un au golf, exemple, pour aller chercher la précision, bon, elle va se recentrer, tu vas lui donner des outils pour qu'elle rentre dans son subconscient pour retrouver les mêmes phénomènes. Alors oui, il y a toute une technique, mais ça se fait avec un thérapeute en thérapie. Ou si vous suivez le séminaire que je vais donner, vous allez apprendre à aller vous-même descendre là, puis aller trouver votre outil que vous avez besoin pour telle ou telle situation dans votre vie. Peu importe les situations. Ouais. Ça en dit long sur la puissance du cerveau, encore une fois. Absolument, absolument. C'est infini. Oui. Tu l'as évoqué tout à l'heure, il y a parfois des on-dit ou des charlatans dans les salles, etc. À un moment donné, j'imagine, comme tout le monde, eh bien, tu as pu être aussi traité de charlatan, il y a pu avoir des doutes, etc. Comment on gère la critique? Comment on gère le scepticisme, notamment sur les réseaux, les médias et autres? Je te pose cette question parce que tous ceux qui nous écoutent aussi sont sujets. Oui, tu vas en avoir, hein, moi je le sais, parce qu'à chaque fois que je fais une interview, il y a des gens qui viennent en dessous puis ils disent « Ah, c'est de l'arnaque, c'est la pire arnaque du siècle. » Mais écoutez, si c'était de l'arnaque, là, j'aurais jamais vendu 2,5 millions de billets. Il y a 2,5 millions de personnes ne peuvent pas se tromper. Alors, sinon, je suis le meilleur arnaqueur de tous les temps. 2,5 millions de personnes qui sont venues voir les shows, on peut pas se tromper. Ben, c'est sûr que tu peux douter, mais d'affirmer hors de tout doute que ça, c'est de la merde, que c'est de l'arnaque, pourquoi? T'es un expert de l'hypnose, toi? Tu sais qu'une personne est sous hypnose ou pas? Moi, ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui disent, non, elle est pas sous hypnose. OK, mais tu connais l'hypnose depuis quand? Ça fait 15 minutes. Comment ça se fait que tu sais qu'elle n'est pas sous hypnose? Moi, je le vois, la couleur de peau vient de changer. Regarde sa pupille, elle est dilatée de façon différente. Son rythme cardiaque vient de changer. Elle te paraît réveillée, mais elle est sous hypnose. Hein? Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ben oui, c'est ça. Ah ouais, donc, d'un regard, tu peux voir si quelqu'un est sous hypnose. Oui, moi, je le vois. Je le vois sur scène. Il y a des gens sur scène qui paraissent faire semblant pour le public. Mais moi, je le sais qu'il est carrément sous hypnose. Hein? C'est peut-être une personne qui, dans sa vie, est complètement expressif, qui en met trop dans la vie de tous les jours. Mais sur scène, ça va être une personne qui va en mettre trop aussi. Alors, il faut savoir s'adapter à ça. Alors, bref, les sceptiques en soi, je les aime parce que souvent, les sceptiques viennent voir le show puis ils sont convaincus par la suite. Et souvent, sur scène, c'est les sceptiques qui vivent l'expérience parce qu'ils ne seront pas bloqués. Ils se disent, écoute, moi, je ne crois pas à tes conneries. Mais finalement, la porte est ouverte comme ça.
Moi, une personne que j'ai de la difficulté avec qui travailler, là, c'est des gens qui ont peur de l'hypnose. Là, ils se ferment comme ça. Là, c'est dur pour moi d'aller ouvrir la porte. Mais sur scène, souvent, j'ai des sceptiques, puis eux deviennent mes meilleurs ambassadeurs. D'accord. Parce qu'ils sortent du show, puis ils disent, écoute, moi, j'étais le pire sceptique pour lui, mais il m'a eu, je suis rentré dans un état second, j'ai vécu un truc extraordinaire, écoute, et là, il en parle à tout le monde. Alors ça, c'est mes meilleurs ambassadeurs. Mais il y en a qui sont méchants sur les réseaux, ça, on va le voir, mais tu vas le voir même, je le sais, je l'attends à chaque fois que je fais une interview, je le vois. Mais quand même, moi, je m'accroche au succès que j'ai eu. Quand je vous ai dit au plus tôt, là, il y a des soirées où j'ai pas hypnotisé personne. Je me suis pas rabattu sur ça. Hein. Je me suis rabattu sur les meilleures soirées que j'ai eues. Avant de monter sur scène, je me remets dans ce feeling de cette meilleure soirée qui est là, me remets dans l'ambiance de cette meilleure soirée qui est là, ce bien-être que j'avais quand je l'ai fait, je le ressens. Et quand tu arrives déjà boosté comme ça sur scène, c'est ce que tu dégages. Et là, ça va provoquer le succès. Ça va aider à provoquer le succès. Alors, je m'accroche à ça. Alors, ce que je vois passer, je les laisse passer. C'est leur opinion à eux. Je peux pas penser, je peux pas aller... Écoute, j'ai déjà essayé à la base d'aller convaincre un sceptique qui m'écrivait, ah, c'est de la merde, ah oui, mais là, tu penses pas, non, ça finit plus. Alors, je réponds même plus. Je les laisse aller. Souvent, quand c'est sur ma page, je les delete, allez, on enlève ça. J'ai pas besoin de gens qui viennent de pourrir ma page. Par contre, sur les pages des autres, j'ai pas le choix, c'est pas moi qui gère les pages. Mais bref, je les laisse aller. Mais moi, ce que je sais, c'est que mes salles sont pleines et que je continue de travailler quand même. Complètement. Ouais. On n'en a pas parlé, mais tu as intégré également la réalité virtuelle dans Hypersensoriel. Oui. Concrètement, comment ça marche et est-ce que c'est pas aussi une porte d'entrée grâce à ces outils technologiques futurs vers la capacité à chacun de hacker son cerveau, si j'ose dire? Oui, mais la réalité virtuelle nous sert à ça. Déjà, la télé, à l'époque, nous servait à ça, même encore aujourd'hui. Les réseaux sociaux servent encore à ça. Nous sommes là, on est focusé là-dessus. C'est un état, on est dans un état second. On est là, puis on scrolle, puis finalement, ça fait 1 heure, je suis là-dessus. Alors, on rentre dans un état second. Et la réalité virtuelle, ce qui est bien, c'est que on est enveloppé, on voit ce qui se passe, on a l'impression d'être dedans. Et moi, avec l'hypnose, en soi, quand je faisais ce numéro-là, mais on envoyait l'image. Moi, j'arrivais dans l'écran, j'hypnotisais la personne à travers le casque virtuel, et ensuite, je l'emmenais à vivre l'expérience d'être le chanteur de Kiss dans le groupe Kiss devant 2000 personnes. Et alors la personne s'imaginait être chanteur de Kiss, elle voyait la foule, elle bougeait comme ça, il y avait tous les membres du band qui est là autour. Alors ça créait un événement magique, la personne avait vraiment l'impression d'être dedans. Imaginez avec juste le casque virtuel, tu as l'impression d'être à l'intérieur, mais si tu ajoutes l'aspect hypnotique et que tu entends le son et que tu retournes et que tu regardes les gens, et là tu es vraiment à l'intérieur. Là. Alors tu n'as plus juste la sensation, tu es le chanteur de Kiss. Oui, parce qu'avec l'hypnose, il y a plus l'analyse, l'intellect, la logique n'est plus là. Alors, tu es dans un état d'hypnose. Alors, si je te dis, tu es le chanteur de Kiss et que tu vois tout autour et la musique qui est là, tous les sens sont stimulés, tu as vraiment l'impression d'être à l'intérieur. C'est très puissant, ce numéro-là. Là. Je l'ai pas ramené dans 13 Hz parce que j'ai voulu faire le DJ, là, mais c'est un numéro très puissant. Là, je suis en train de penser à un futur show où je vais, encore une fois, incorporer beaucoup la technologie qui va m'aider à aller encore plus loin dans les aventures. Tu évoquais le fait que tous les 4 ans, tu renouvelles ces shows? Ouais. À chaque fois? Ouais. Pourquoi 4 ans? C'est après 4 ans, je trouve que le public qui avait à voir le show est venu. Quoique je pourrais faire le même show pendant plusieurs années, c'est différent à chaque fois, là. Mais je le vois qu'il y a des gens qui se disent, écoute, moi je l'ai vu l'année passée, j'irai pas voir le prochain. Je vais aller voir le prochain, mais ça fait long, 4 ans pour la personne qui l'a vu. Mais en même temps, la personne je le vois sur les réseaux, il dit, ah non, cette année, j'aurais aimé que ce soit un nouveau show. Ouais, mais attends, t'es venu l'année passée. Mais là, il y a peut-être 150 000 personnes qui n'ont pas vu le show encore. Alors, ces gens-là, on va donner la chance à ces gens-là de venir voir le show. Mais je pense que 4 ans, c'est une bonne durée qui fait en sorte que, ceux qui avaient à voir le show sont venus. Et moi, je fais une coupure aussi. Je me dis, OK, c'est le temps. Je passe à autre chose et j'emmène un nouveau spectacle par la suite. Là. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Un grand plaisir. J'ai une toute dernière question à te poser. Oui. Mais avant ça, si vous avez eu autant de plaisir à regarder cette vidéo ou l'écouter que je n'en ai eu à l'animer, comme à chaque fois, faites-le nous savoir en partageant cette vidéo, en nous partageant un petit commentaire juste en dessous, en la likant évidemment. Et puis, si vous étiez sur une plateforme de podcast en audio, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. Non, attends. Vous mettez 5 étoiles maintenant. 1, 2 et 3. Magnifique. C'est parti. Merci pour ça. Mesmer, est-ce que tu peux nous partager le déclic que Oui. tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé? Ça peut être une simple phrase, ça peut être une frustration, ça peut être quelque chose de positif, de négatif, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Un déclic. Le déclic.
Écoute, des déclics, il y en a plusieurs, des déclics. Mais premièrement, le déclic, on en parlait un peu plus tôt, hein, le livre de mon grand-père, ça a été pour moi un déclic extraordinaire, qui a fait en sorte que ça a changé complètement ma vie. Le déclic qui me dit, un déclic dans ma vie privée, c'est ma femme qui me dit, écoute chérie, j'aimerais avoir des enfants. Et moi, au départ, je disais, non, j'en ai déjà 2 grands, là, j'en veux pas 2 autres. Puis au final, il s'est passé un déclic un jour, c'est que je voyais des enfants jouer dans un parc. Puis je dis, au final, c'est ça la vie. Hein, c'est ça la vie, c'est la continuité, ça a été un événement déclencheur, un bon déclic, ça. Un bon déclic, c'est la vie qui continue. Regardez ce qu'il y a autour de nous, on est que de passage. Hein. Il faut faire sa marque. Alors, je pense que faites votre marque comme vous voulez, mais passe à l'action. Merci, Mesmer. Merci.